Mercredi 22 septembre, c'est une nouvelle édition de la Nuit du Sport qui démarre à l'instant sur Spectrum Télévision. Amis sportifs, bonsoir. Ça y est, pour la troisième fois consécutive, l'équipe nationale de volleyball senior dames du Cameroun trône sur le toit de l'Afrique. Le week-end dernier, le Cameroun a en effet remporté le championnat d'Afrique des Nations de volleyball dames qui se disputait au Rwanda et c'était face au Kenya en finale. Après 2017 et 2019, le Cameroun réalise la passe de 3 malgré les conditions de préparation difficiles. Pendant le stage, il n'y avait pas d'eau pour les joueuses. Pire, pas de prime olympique jusqu'à présent, a affirmé l'entraîneur Jean-René Akono, que vous allez écouter tout à l'heure dans la pause actu. Et juste après, ce sera donc le débat consacré tout d'abord aux élections en cours à la Fédération camerounaise de football. Comme vous le savez, hier, une nouvelle candidature a été déclarée, celle de l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, Samuel Eto'o-Fils. Il est donc candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Quelles sont ses chances? On posera la question à nos différents invités tout à l'heure. Et on reviendra également avant la fin de cette émission sur la visite effectuée en fin de semaine dernière par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, ici même au Cameroun. Une fois de plus, bonsoir. On démarre la pause actu par le volleyball avec cette bonne nouvelle. L'équipe nationale senior dames de volley qui a donc remporté le championnat d'Afrique qui vient de s'achever du côté de Kigali au Rwanda. Et après ce sacre, l'équipe était de retour au Bercail hier du côté de Yaoundé. On va vous proposer de suivre ce reportage de Mireille Siabzié sur ce retour des champions d'Afrique. Au Bercail ce début d'après-midi. C'est une délégation coiffée par le ministre des Sports, Narcisse Molé Kombi, qui les a accueillis à l'aéroport international de Nsin-Malène à Yaoundé avec tous les honneurs et les félicitations dues à leur rang. Au bout de quelques échanges avec le staff administratif, elles ont été conduites dans un hôtel de la cité capitale, d'abord pour un déjeuner, ensuite pour des échanges conviviaux pour savourer la victoire décrochée au Rwanda ce 19 septembre. Elles ont fait flotter le drapeau camerounais pour la troisième fois sur le continent. Comme en 2017 et en 2019, les Kenyanes ont été dominées par l'équipe de la capitaine Christelle Nana. Les Lions indomptables ont battu les Malia Strikers 3-7-1. Après sa brillante prestation au championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2021, la sélection nationale senior dames de volleyball du Cameroun est donc arrivée à Yaoundé ce mardi 21 septembre 2021. Avec dans les bagages, au-delà du trophée principal, les titres de meilleure joueuse du championnat décerné à Christelle Nana et celui de meilleure serveuse attribué à Laetitia Moma. Une victoire, certes, mais avec beaucoup de difficultés auxquelles il est impératif de remédier pour éviter toute frustration. En espérant que tout rentre dans l'ordre pour les Lions d'ici là, rappelons que les sélections du Cameroun et du Kenya vont représenter l'Afrique lors du prochain championnat du monde qui se déroulera du 26 août au 11 septembre 2022 aux Pays-Bas et en Pologne. Voilà pour ce retour des champions d'Afrique au Bercail hier. Timothée Makongo, j'imagine que vous avez quand même eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur cette compétition qui se déroulait du côté de Kigali au Rwanda et au finish à l'issue d'une finale quand même disputée face au Kenya. Le Cameroun réussit la passe de 3. J'étais réellement émerveillé. J'ai vu tout le match en vidéo. J'ai même eu l'impression qu'elles étaient mieux engagées que lors de leur compétition au Cameroun. Et elles sont absolument à féliciter. Je n'ai pas de mots pour les encourager, pour dire combien j'étais ému par cette victoire. Et elle est arrivée de très très belle manière. Elles ont dominé, à un moment donné, vraiment dominé. Elles se sont montrées plus sportives que les Kenyanes. Mais il faut aussi reconnaître qu'en face, les Kenyanes ont une très très belle équipe aussi. Ouais. C'est les deux meilleurs d'Afrique d'ailleurs, actuellement, c'est indiscutable. Mais je pense qu'il y a... Mais le Cameroun est meilleur. Le Cameroun est meilleur. Voilà. Le Cameroun est meilleur, ça c'est évident. Parce que même si à travers le jeu, à travers même l'état d'esprit sur le terrain, les Camerounaises étaient meilleures. Elles sont plus gaies, plus enjouées, plus engagées, plus. C'était extraordinaire comme match. Ça m'a beaucoup plu.
Mais on ne peut que les encourager. On peut que les encourager, voilà. Alors, coach Benjamin Mongol, vous êtes entraîneur de Dynamo Football Club. Et est-ce que vous avez quand même eu le temps de regarder un peu ce championnat d'Afrique des nations de volleyball? Oui, oui, quelques matchs. Surtout qu'à un moment, on a constaté que nos filles dans Lyon, étaient vraiment intéressantes. Donc, ça poussait tout le monde à regarder le match. Et ce qui fait qu'on était très content de voir leurs prestations. La seule chose qu'il faut dire ici, c'est que nous sommes un pays béni de Dieu, parce que dans toutes les compétitions, nous verrons que certaines disciplines qui sont parfois lésées, il faut le dire, hein, même si certaines personnes cachent les mots pour dire qu'il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport majeur. Oui. Ça, c'est vrai, c'est dans le gros, mais dans l'organisation et dans la manière de gérer, on ne prend pas les choses en compte. Vous-même, vous avez suivi, vous l'avez dit tout à l'heure, l'entraîneur a tout dit, malgré tout. C'est vrai qu'il y a la victoire aujourd'hui. Derrière cette victoire, c'est le rôle de l'entraîneur, que malgré que ce soit dur, que l'entraîneur dise aux enfants, jouez, allez au bout, gagnez, et après, quand vous allez gagner, vous allez avoir tous les honneurs qu'il vous faut. C'est pas facile. Vous êtes entraîneur, donc on imagine le scénario, préparer une compétition dans des conditions aussi compliquées. Et les hommes disent souvent, ce sont les dames en plus. Donc, on imagine que le discours, c'est vraiment pas facile. Pas du tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut apprécier l'entraîneur et tous les encadreurs qui sont autour, parce que c'est une victoire qui n'appartient pas seulement à l'entraîneur seul, c'est tout le staff technique. Parce que quand l'entraîneur dit un mot, les autres essayent d'appuyer le même mot pour qu'on essaye d'encadrer ces filles. Et je vous dis, les filles, elles sont très capricieuses. Elles ne sont pas faciles à gérer, que ce soit dans n'importe quelle autre discipline. La gestion des filles, c'est comme ça se passe partout. Vous savez que la femme, c'est un bijou, on doit la prendre avec beaucoup de délicatesse. Et quand elle n'est pas dans de bonnes conditions, il faut féliciter le staff technique qui a dû faire un gros travail sur le plan mental, sur le plan de la gestion humaine, et féliciter ces filles également. Malgré toutes ces difficultés, on pensait à ramener ce trophée. Aujourd'hui, elles sont sur le toit. Maintenant, elles vont profiter de tout, mais il faut le dire, est-ce qui a fait le travail en amont? Ça, le travail a été fait par qui? Par ces joueuses et par les entraîneurs. Aujourd'hui, notre administration va profiter des honneurs, mais il faut qu'il le fasse avant. C'est très important. D'accord. Georges Rim, avant d'écouter l'entraîneur Jean-René Akono sur ces conditions de préparation, un avis, une analyse du parcours du Cameroun quand même dans ce championnat d'Afrique au Rwanda? Élogieux. Élogieux, pas simplement parce qu'elles ont remporté, mais surtout parce qu'elles réalisent un exploit. Aligné 3 victoires d'affilée dans cette prestigieuse compétition, excepté le Kenya d'ailleurs, qui pendant longtemps a été leur bête noire. Oui. Aucune autre nation africaine n'avait réussi cet exploit-là. Donc elle rentre définitivement dans le panthéon des meilleures nations de volleyball sur le continent africain, et je l'espère, de manière définitive dans la mémoire collective des Camerounais, pour être des athlètes dont on se souviendra encore très longtemps. D'accord. On va donc écouter l'entraîneur Jean-René Akono de cette sélection féminine, senior dame de volleyball, qui revient un peu sur les conditions de préparation de l'équipe. Les moments difficiles pendant le match, je pensais à mes soeurs. J'avais que 2 soeurs, elles sont toutes les 2 décédées à l'espace d'un mois. C'était quelque chose de très difficile. Et pour parler un petit peu du travail, ça a été le stage le plus difficile depuis que je suis à l'équipe du Cameroun. Il y avait des moments où on n'avait même pas de l'eau aux entraînements. Et les filles, elles ne se sont jamais plaintes. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est un groupe qui ne se plaint jamais. Elles travaillent parce qu'on leur dit de travailler et on verra après. J'aimerais qu'on puisse, si je peux dire quelque chose, qu'on puisse comprendre que sportif, c'est un métier. C'est un métier comme ceux qui sont allés à l'école, qui ont fait des études, parce qu'il y a énormément de sacrifices. Et ça, c'est bien qu'on puisse respecter un petit peu le fait qu'on a choisi de faire du sport son métier et qu'on vive de ça, parce que le stage a vraiment été très dur. Jusqu'à présent, on n'a même pas eu, ne serait-ce que les primes olympiques
qu'on a souvent lors des séances, même à mon époque, quand je jouais, à chaque fin de stage, on avait au moins les primes olympiques. Et on n'a pas eu ça. Et ces filles, elles ne se sont jamais plaintes. Elles se sont fixées un objectif de faire le triplé. Donc je remercie le Seigneur. On a pu faire le triplé et c'est vraiment grâce à elles. Tout le mérite leur revient. C'est un coach très humble. Alors, Il y a les moments difficiles pendant le match, je pense. Coach Benjamin, on a écouté, pas d'eau pendant le stage, pas de prime olympique jusqu'à présent, comme il le disait. Et tout à l'heure, vous soulignez, en fait, l'important, c'est bien de féliciter, mais il faut que l'administration aussi puisse parfois prendre les choses à temps. Oui, très important. Vraiment, ça fait très mal de savoir qu'une équipe comme celle-là a manqué de l'eau. Vous voyez, ça ne nous honore pas. Ça n'honore pas notre pays, ça n'honore pas notre nation. Nous sommes à un moment, si l'entraîneur arrive à le dire à la fin, c'est qu'il a beaucoup gardé. Oui. Il serait resté peut-être aller voir les ministres dans les bureaux pour parler de ça. Il a dit, allez, il faut qu'il en parle et que tout le monde comprenne. J'espère que là, le chef de l'État l'a écouté parce que le chef de l'État, c'est le premier sportif camerounais. Donc, il a félicité. Voilà, il a déjà félicité, mais maintenant qu'ils prennent certaines choses au sérieux et qu'ils mettent ces gens à les faire comprendre qu'il faut qu'ils travaillent. Le chef de l'État ne peut pas être partout à la fois. Donc, ceux qui sont en charge de le faire, il faut qu'on essaie de respecter certaines choses. Et je pense qu'il y a des recours à épuiser pour arriver sur le chef de l'État. Donc, quand on écoute l'entraîneur, nous comprenons que là, il a fait un gros travail. Je voudrais féliciter l'entraîneur, féliciter tout ce groupe, féliciter ces enfants qui, malgré tout, je dis, la seule chose qui me fait encore très mal, de l'eau à l'entraînement. Vraiment, pour une équipe nationale, ça nous fait très mal. Mais aujourd'hui, nous avons cette victoire qui essaie de couvrir tout. Nous sommes sur le toit de l'Afrique. Nous sommes contents pour la 3e fois. Maintenant, il faut faire les choses avant parce que en dehors de cette compétition, elles sont en train de préparer une autre qui vient bientôt. Nous disons des choses aujourd'hui juste pour que notre État, ou alors ceux qui sont en charge de pouvoir gérer cette équipe, vraiment qu'ils essaient de faire des choses à temps et qu'ils ne soient pas surpris. On a l'impression que chez nous au Cameroun, on est surpris de tout. On ne fait pas des choses, on n'essaye pas de prévoir, on ne planifie pas, tout surprend, mais pourtant nous savons que nous sommes champions là et qu'il faut déjà commencer à préparer la Coupe du Monde. Et pour préparer cette Coupe du Monde, ce n'est pas au jour J, c'est le faire un peu plus tôt. Et une fois de plus, je le dis, félicitations à nos Lions qui sortent d'un gros combat. Ce n'était pas seulement la compétition, mais qu'ils ont bravé et avec toutes les difficultés. Timothée Makongos, ça faisait quand même un moment où on n'avait plus entendu parler de problèmes de prix, de manque d'eau. Quand ils reviennent encore, ça veut dire que... Oui, je suis très choqué et même extrêmement déçu. Déjà, je voudrais féliciter encore une fois l'entraîneur Jean-René, qui a parlé avec beaucoup d'humilité, mais qui a dit des choses très, très profondes. Féliciter ces joueuses qui ont été capables de renoncement et penser plutôt à l'objectif. Mais je comprends mal que dans un État qui s'est dit organisé, où il y a des grands flyers qui font du bruit en disant que ceci marche, ceci est bien, qu'on ne puisse pas prévoir un seul instant, quelles que soient les exigences dues aux procédures. Parce que souvent, ils vont dire que les procédures ont des exigences, les procédures sont comme si c'est l'un par là. Mais cette équipe a été championne d'Afrique 2 fois de suite et c'était sa 3e préparation. Il est pas tout à fait... Il est incompréhensible que des hommes qui sont en place, parce que ce soit le président de la République qui, lui, il coordonne la salle, ou le premier ministre, etc. Il y a un ministère des Sports. Dans le ministère des Sports, il y a des services concernés. Il y a toute une procédure, une réalité administrative qui est derrière une organisation. Je comprends mal qu'on ne puisse pas prévoir qu'une équipe, qu'un entraîneur en arrive à la fin du compétition. Et il a l'humilité d'attendre la fin de la compétition pour dire c'est dommage, nous n'avions pas d'eau, nous n'avions pas ceci. Mais c'est une honte pour le Cameroun. Quand je vois que le ministre allait l'accueillir, le ministre allait l'accueillir à l'aéroport, je me dis mais j'aurais honte à la place du ministre. Parce qu'en réalité, c'est le cas, dans ce genre de cas, que les hommes doivent, soit on les démet, soit ils démissionnent de même par honneur. Parce qu'on parle beaucoup de compétences au niveau de certains ministères, des instances de l'État, des gens qui sont capables de ceci ou de cela. Mais en réalité, tous ces gens-là qui n'ont pas été capables de prévoir, il faut les mettre de côté. C'est une incompétence.
La compétence, ce n'est pas avoir des gros diplômes, être professeur de quelque chose, de machin. La compétence, c'est le regard qu'on porte au quotidien sur les exigences du marché, du travail qu'on a à faire. Voilà une équipe nationale, et Jean-René l'a dit avec beaucoup d'humilité en disant que ces filles sont des sportives, mais elles sont mieux que les sportives, elles sont mieux que beaucoup de chefs de service, des directeurs qui sont dans les bureaux ou directeurs généraux. Elles ont beaucoup plus de valeur parce que eux, elles, là, c'est des ambassadeurs du Cameroun qui portent l'image du Cameroun à travers le monde, qu'on oublie un seul instant. Quand il dit que sportif, c'est un métier. Non, sportif, ce n'est pas que ce soit forcément un métier. En fait, sportif, c'est pour dire qu'on a quand même une dimension sociale réelle. Parce qu'en réalité, sportif, dire que sportif, c'est un métier, tout peut être métier. Dans tous les cas, tout peut être métier. Mais c'est peut-être été un langage très... C'est pour dire qu'être basketteur, être volleyeur, être footballeur, ça peut devenir un métier pour certains. Ce qui est sûr. Ce qui ne devrait même plus être l'objet de discussion. Pour être entraîneur de football, être entraîneur de basketball, c'est tout à fait un métier. C'est une profession, c'est tout à fait clair. C'est des professions qui sont plus valables que beaucoup de professions administratives. C'est vrai que, mais j'ai dit que on devrait considérer comme faute lourde, absolument lourde, qu'une équipe qui a cette dimension, ce n'est pas une dimension camerounaise, mais qui a une dimension africaine, donc mondiale, aille dans une compétition sans qu'on ait prévu les béabas. C'est vrai aussi que on est obligé de le dénoncer parce que l'entraîneur, il pouvait se permettre, avec ses moyens, d'acheter de l'eau pour les joueurs. Mais en fait, il faut relever ces manquements. Il faut relever ces manquements parce que ce n'est pas l'incapacité à acheter de l'eau qui est la réalité, mais c'est la non-volonté de ceux qui dirigent, de ceux qui encadrent, de ne pas penser au moindre détail. Et que ceux qui sont leurs superviseurs, c'est-à-dire qu'il y a un chef de service qui est supervisé par un directeur qui est supervisé par un ministre, il est impossible que le ministre ne dise pas est-ce que toutes les conditions pour qu'il soit dans les meilleures conditions ont été remplies. Si le ministre ne peut pas poser cette question et que ses subalternes ne peuvent pas recevoir, alors le ministre les missionne. Il n'y a aucune raison de rester. Voilà ce que moi je peux dire dans ce sens. C'est choquant, c'est honteux même. De savoir que votre équipe devient championne d'Afrique, elle n'a pas de l'eau, elle n'a pas de prime olympique, et vous allez les accueillir pompeusement à l'aéroport avec à la clé des primes de déplacement, parce que ceux qui sont à Yaoundé, qui vont à l'aéroport, ont des primes pour ces déplacements-là. Et ça, c'est très grave. Ils sont toujours en mission. Ils sont toujours en mission. Georges, c'est un peu la même lecture par rapport à ces conditions de préparation. Sur le plan administratif, il y a quand même un dysfonctionnement, quelque chose qui n'a pas marché. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça relève de l'exploit ce que ces filles ont fait. Une fois, deux fois, trois fois champion d'Afrique d'affilée dans de telles conditions, c'est de l'exploit. Vous ne saurez qualifier cela autrement que de cette façon-là, Lydie. Vous n'avez pas de prime d'entraînement. Vous n'avez pas de prime olympique. Vous manquez même de l'eau à boire pendant les séances d'entraînement. Mais que vous alliez quand même en compétition, que vous fassiez fi de tout cela, que vous gardiez le moral assez fort et que vous n'ayez à l'objectif que la compétition et les objectifs, les ambitions que vous vous êtes fixés, parvenir à atteindre à réaliser ces ambitions, c'est un exploit, Lydie. Il faut saluer à la juste mesure ce que ces joueuses ont réalisé. Ailleurs, vous auriez même déclaré forfait, vous auriez eu des défections, vous seriez allé juste faire de la figuration. Le mouvement de grève. Voilà, mais on n'a entendu aucun son de cloche jusqu'à ce que l'entraîneur nous dise la réalité de la situation. On ne peut que déplorer, Lydie. Et le volet n'est pas que... il n'y a pas que dans le volet qu'on vit ce genre de choses. Qu'on vit ce genre de choses. Pendant longtemps, ça a été la messe du côté du football et d'autres fédérations sportives. À qui la faute? La fédération ou le ministère? À un moment donné, quand nos équipes nationales sont en compétition, elles sont, d'après ce que dit la Charte des sports, elles sont sous la responsabilité du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je ne veux pas dédouaner la fédération de sa part de responsabilité, mais je ne pense pas qu'à ce niveau, la fédération camerounaise de volleyball soit à reprocher de quoi que ce soit. Sinon, ces filles ne seraient pas allées à cette compétition. La fédération a certainement fait à son niveau son devoir, mais il revenait maintenant au gouvernement via le ministère de tutelle
d'assumer le sien. Les primes olympiques, ce n'est pas la fédération qui les paye, Ouais, c'est le ministère. C'est le gouvernement qui le fait. Donc, moi, je dis, il faut à un moment donné qu'on ne cesse d'infantiliser les sportifs camerounais. Il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur. C'est le premier sportif lui-même qui l'avait dit. Ça, c'est clair. Donc, il est donc question que tous les sports, donc tous les sportifs, toutes les fédérations, peut-être pas qu'elles soient forcément traitées sur le même pied d'égalité, parce que malheureusement, toutes ne rapportent pas autant. Mais lorsqu'il s'agit de la prise en charge, que ce qui doit être fait pour X soit fait pour X et pour Y soit fait. Il ne faudrait pas donner l'impression que les autres fédérations sont des faire-valoir. La preuve, voilà aujourd'hui nos filles qui sont 3 fois championnes d'Afrique. Allez chercher combien d'autres disciplines sportives ont hissé aussi l'étendard du sport camerounais. Très peu, en dehors du football. Donc, il faut qu'on sache accorder de la place et donner de la valeur à d'autres mouvements sportifs dans ce pays. Peut-être une dernière question là-dessus. On sait que, outre le trophée continental, le Cameroun quitte cette compétition avec le titre de meilleure joueuse, qui est revenu à Christelle Nana, meilleure serveuse à Laetitia Moma, et aussi une qualification pour le prochain championnat du monde de volleyball senior dames prévu aux Pays-Bas et en Pologne. Comment, Timothée, en quelques mots, comment est-ce que le Cameroun devrait, par exemple, se préparer? On a parfois dit, OK, sur le plan continental, nos équipes sont bien positionnées, mais on n'arrive pas à jouer un rôle véritablement important sur le plan mondial. Là, on vient de gagner une coupe d'Afrique. Maintenant, il y a les championnats du monde qui arrivent. Comment est-ce que le Cameroun, justement, peut se préparer afin de jouer un rôle aussi important au niveau mondial? La dernière fois, tout à l'heure, le coach parlait de l'implication des entraîneurs. La dernière fois, le coach Jean-René avait fait tout un programme de préparation pour l'avant-dernière Coupe du Monde de volleyball, parce que le Cameroun et le Kenya étaient justement qualifiés pour les championnats du monde. Comme cette fois. Comme cette fois-ci encore, aux Pays-Bas, le Cameroun et le Kenya sont qualifiés. Et en réalité, le coach avait fait un chronogramme de préparation. Et c'était très bien, ça avait été relayé dans les médias, mais malheureusement, il n'a pas été pris en compte ni par la fédération de volleyball, elle n'avait pas les moyens, c'est ce que Rim disait tout à l'heure, ils ont dans leurs moyens, mais les fédérations sont des organes techniques de l'État. Donc, ça a été ni respecté par la fédération, ni respecté par l'État du Cameroun. On l'a balayé d'un coup de main, et puis bon, ils sont allés à la préparation presque comme des enfants pauvres qui se retrouvent quelque part dans une préparation mondiale. Moi, je pense qu'il faut, quand il y a une situation comme ça, il y a des techniciens éveillés, méritants, au sein des équipes, au sein de l'organisation technique, de l'organisation artistique, de l'architecture de l'équipe, qui peuvent donner déjà des conseils à l'État, comme Jean-René l'avait fait d'ailleurs la dernière fois avant la précédente Coupe du Monde. Et ils disent à l'État, voilà ce que nous pensons pour avoir des très bons résultats. Il y a des experts. Dans chaque domaine, il y a des experts. Et même au niveau des ministères, il y a même des experts, puisqu'ils sont truffés des professeurs d'éducation physique et autres, qui savent ce que c'est que la préparation de compétitions internationales au niveau mondial. Maintenant, l'implication au niveau de l'État, d'autres vous diront, c'est un problème de moyens. Il n'y a pas un problème de moyens qui nous manque au Cameroun. En réalité, c'est un problème de volonté, tout simplement. Volonté à faire valoir le sport, volonté à relancer le sport, volonté à donner au sport ses lettres de créance, volonté à penser que celui qui est professeur ou docteur de droit ou docteur de ceci est aussi valable, sinon moins valable que celui qui est international de volleyball et qui va faire valoir le Cameroun à l'étranger. Si cette chose est acceptée dans les mentalités, alors l'argent ne posera jamais de problème, parce que les gens, le mot qu'on pose à la fin, c'est il n'y a pas assez d'argent pour une telle préparation. Mais souvent, il y a de l'argent pour la mission d'une personnalité de l'État qui va passer 10 jours au Brésil et qui bénéficie de 20 millions de francs pour 10 jours au Brésil. Donc, si une équipe a besoin de 20 millions de francs pour préparer un championnat qui va nous relever, qui va nous glorifier, pourquoi ne pas trouver cet argent? La question de l'argent est un faux problème. Préparation financière, c'est un absolument faux problème. Je le dis à force, à haute voix que c'est un faux problème. C'est un problème de ceux qui n'aiment pas le sport. Mais je pense en toute honnêteté qu'il faut d'abord écouter sérieusement les encadreurs et notamment l'entraîneur de cette équipe de volleyball
pour qu'il donne un chronogramme et qu'il vous propose ce qu'il y avait, parce qu'il a suffisamment d'expérience dans ce domaine-là. Moi, c'est tout ce que je peux dire dans ce sens-là. Un mot peut-être aussi, coach, comment est-ce qu'on doit se préparer? Oui, moi je pense qu'il faut rester dans la continuité. Donc je finis par ce que Lenny a dit. Il faut rester dans la continuité parce qu'on a le même entraîneur qui maîtrise déjà ses enfants. Oui. Il maîtrise la troupe, il maîtrise déjà le comportement. Et sur le plan mental, sur le plan psychologique, il a déjà une certaine domination auprès de son équipe. Parce que sinon, il n'arriverait pas là. Avec toutes les difficultés, il n'arriverait pas à gagner. Donc, je pense que dès ici, il va commencer déjà à préparer sa compétition, la prochaine compétition. Il doit planifier, mettre en place un programme qu'il faut que l'État respecte. En fait, c'est ça le problème. Ils doivent respecter. Parfois, vous allez voir que l'entraîneur a fait un chronogramme. Maintenant, ce chronogramme, ils ne vont pas respecter sur le plan financier. Il va dire, par exemple, je veux que les gars rentrent en stage dans tel pays à tel moment. C'est lui seul qui sait pourquoi il veut que ses enfants soient là et pour qu'ils soient acclimatés, par exemple, par rapport à la compétition qu'on va aller prendre. Et ils connaissent quels sont les matchs de préparation. Parce qu'il va aller trouver une autre grande compétition. Ouais. Là, c'est la Coupe du Monde, ce n'est plus la Coupe d'Afrique. Oui. Et là, il faut qu'il se rapproche des équipes qui sont championnes, jouer un peu avec ces équipes et se rapprocher un peu du niveau du championnat, en fait, de la compétition. Donc, je pense qu'il est important ici que l'administration de notre du volet. En fait, non, l'administration en général, du sport, voilà, parce que c'est le ministre qui doit gérer cette situation, accorde de la place à l'entraîneur et qu'il soit au-devant de tout son programme et qu'on l'accompagne pour qu'on ait une très grande équipe pour la prochaine compétition. D'accord, merci bien. On verra évidemment comment le Cameroun va se préparer pour ce championnat du monde. Forcément, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Avec vous, Georges Rim, on parle de l'afro-basket. On est toujours dans le sport féminin en ce début d'émission. Le Cameroun qui accueille actuellement la 27e édition du championnat d'Afrique des nations de basketball féminin baptisé Afro-Basket Dames. Et c'est depuis samedi dernier que ce championnat se joue. 12 pays participent à cette compétition. Et on va rappeler qu'à l'issue du premier tour, le Cameroun, le Mali, le Sénégal et le Nigeria se sont directement qualifiés pour les quarts de finale lundi dernier. Des quarts de finale prévus demain jeudi 23 septembre. Alors Georges, un mot peut-être sur le parcours de ces basketteuses-là jusqu'ici. Parcours sans faute. 2 sorties, autant de victoires. Face au Kenya, Cameroun 75-50 pour le Kenya et Cameroun Cap-Vert 71 contre 40 pour le Cap-Vert. Les écarts, vous pouvez les comparer, sont assez grands. C'est dire que nous avons littéralement marché sur nos adversaires dans certains parcours, je l'ai dit tout à l'heure, sans faute jusqu'à présent. Et on ne peut que se réjouir. C'est garant d'une certaine sérénité, d'une certaine confiance pour la suite de la compétition qui, à partir des quarts de finale, donc à partir de demain, sera d'un niveau un tout petit peu plus relevé que les 2 premiers matchs que nous avons jusqu'ici disputés. Alors, Timothée, au vu quand même de ces pays-là, de ces pays qui se sont directement qualifiés, par exemple, pour les quarts de finale, on a le Cameroun dans le groupe A, le Nigeria dans le groupe B, le Sénégal dans le groupe C et le Mali dans le groupe D. Qu'est-ce qu'on peut dire que la hiérarchie a été globalement respectée? En fait, la répartition est belle. Et en réalité, les équipes à craindre qui sont des monstres pour dans le basketball, c'est le Nigeria et le Sénégal. Hein. Bon, en dehors de ces deux-là, en fait, le Cameroun a une petite place quelque part. Hein. Ben, je parle de petite place par rapport aux résultats antérieurs, aux compétitions antérieures. Mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Georges l'a dit. Le Cameroun a gagné de très belles manières, surtout j'ai un peu vu les extraits du match contre le Cap-Vert. C'était un peu comme une équipe, enfin je ne veux pas dénigrer le Cap-Vert, mais c'était pas brillant du tout. Mais disons que nous avons une petite chance d'atteindre les demi-finales. Nous avons encore une chance d'atteindre les demi-finales. Bien que, parce qu'il y a un mastodonte qui est de notre côté, il y a un autre qui est de l'autre côté, le Nigeria de l'autre côté, le Sénégal de l'autre côté, bon, ben, je ne sais pas.
J'espère pouvoir suivre de près cette compétition. Je n'ai pas tout regardé dès le départ. Donc voilà. On rappelle quand même qu'avant les quarts de finale prévus demain, il y a un tour de qualification qui oppose ce mercredi les équipes qui ont terminé deuxième de leur groupe à celles qui ont terminé troisième. Donc ce sont les matchs Côte d'Ivoire, Guinée, Kenya, Mozambique, Angola, Cap-Vert et Égypte, Tunisie. Après 2015, donc, le Cameroun accueille à nouveau l'Afro Basket Dames sur le même parquet du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. On se rappelle que on était passé de tout près comme ça du sacre en 2015 et 6 ans plus tard, coach Benjamin Mongol, est-ce que vous pensez peut-être que cette année pourrait être la bonne pour cette équipe du Cameroun de basket féminin? Oui, elle pourrait être la bonne. On pourrait rester encore sur le si. Pourquoi? Parce que pour une préparation, il y a beaucoup de conditions autour. Moi, je parle en tant que spécialiste. Quand on est bien préparé, un peu comme un adage qui dit « comme tu fais ton lit, c'est comme ça tu dors ». Donc aujourd'hui, en termes de sport, on ne veut plus des gens qui font dans l'amateurisme ou alors dire qu'on va faire et par la chance, on pourra passer. Donc il y a toute une préparation derrière. Et moi, comme je connais comment notre pays on fonctionne, chez nous, souvent on est fait comme si on était surpris. Nous souhaitons tout simplement que la préparation soit bonne et que toutes les conditions autour de cette équipe, mais je pense que 6 ans après, on a appris de nos erreurs. Et nous savons tous que c'est les échecs et les réussites qui nous donnent certaines expériences. Donc ces expériences aujourd'hui peuvent nous servir pour pouvoir mieux préparer notre compétition. Mais ça, avec toute une organisation, parce que pour gagner, il faut qu'autour de nous, qu'on ait au moins 48% sur la présentation de tout ce qu'on veut pour le match. Et ensuite, on a les 50% sur le stade et nous sommes sûrs que nous pouvons avoir le meilleur résultat que nous voulons. Et ce serait bien pour le Cameroun et c'est le Cameroun qui va en gagner. Alors Georges, cette édition donne quand même l'occasion au Cameroun une seconde chance, si on peut le dire ainsi, de pouvoir décrocher son tout premier sacre continental, mais aussi l'occasion de devenir le premier pays organisateur à gagner le titre à domicile depuis le Nigeria en 2005 à Abuja. Des objectifs qui peuvent être atteints selon vous? Si on a retenu les leçons de 2015, effectivement, je pense qu'au regard du jeu qu'elles ont produit et après avoir regardé les autres grosses nations, le Sénégal, l'Angola, dans une moindre mesure le Mali, jouer, je pense qu'effectivement, elles peuvent parvenir jusqu'en finale et pourquoi pas décrocher le sacre. Jamais, je n'aimerais croire que une fois de plus à domicile, si nous parvenons en finale, qu'elles laissent leur échapper la coupe entre les mains. Nous l'espérons. Du moins, moi je pense qu'elles ont le niveau pour. Le jeu, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ça le plus important, il est intéressant. Et quand vous gagnez par des scores fleuves, c'est vrai contre des adversaires d'un calibre inférieur à celui des équipes que vous allez croiser à partir des matchs couperés au match à élimination directe. Mais le fait d'avoir quand même gagné par des scores fleuves contre le Kenya et le Cap-Vert, ça vous donne une certaine confiance, une certaine sérénité. Et c'est également un signal que vous lancez à l'endroit des nations dites les plus favorites. Et pour leur dire que de toutes les façons, il faudra encore compter avec nous cette année. Et qui plus est, cela dit, ça se joue à domicile. Je pense qu'il n'y a pas facteur plus motivant que cela pour réaliser de très belles performances et l'exploit au bout. Vous parlez de facteurs de motivation. On sait quand même que dans cette compétition aussi, le grand favori, le Nigeria, est présenté comme le grand favori candidat à sa propre succession dans cette Afro-Basket Dames. C'est une équipe qui surfe sur une série de victoires en Afrique et sa dernière défaite remonte à octobre 2015 en demi-finale contre le Cameroun, ici même justement. Le Nigeria, double champion en titre, veut forcément cette année réaliser la passe de 3 et définir aussi dans le même temps le premier pays à remporter 3 titres consécutifs depuis le Sénégal entre 74 et 84. On comprend donc que, Georges, par exemple, outre le Cameroun, il y a aussi un pays comme le Nigeria
qui a forcément envie d'écrire une page de l'histoire. Effectivement, nous l'avons dit pour les volleyeuses, enchaîner 3 succès d'affilée, c'est pas facile. Même dans le football, on les compte sur les bouts des doigts les équipes qui ont réussi un tel exploit. Donc le Nigeria, effectivement, aura à cœur de réaliser cet exploit. C'est d'ailleurs actuellement la meilleure nation de basketball en Afrique. J'ai oublié de la citer parmi les favoris tout à l'heure. C'était juste un oubli. Ce n'était pas pour minimiser cette équipe. Bien au contraire. Effectivement, il faudra s'attendre à ce qu'elle veuille réaliser cet exploit et donc tout mettre en œuvre pour terrasser toutes les équipes qui passeront devant elle, y compris donc le pays hôte qui est le Cameroun. Mais je dis, permets-moi de revenir sur le cas Cameroun, que nous avons une fois de plus la possibilité d'inscrire notre nom au palmarès de cette compétition. Ce ne sera pas facile. Oui. On a le Nigeria, on a le Sénégal, on a l'Angola, on a le Mali. Le Cameroun aura fort à faire. Mais les autres également devront passer par la peau du Cameroun avant de réaliser les exploits qu'ils veulent réaliser en terre camerounaise, dont notamment le Nigeria qui rêve d'égaler le record sénégalais. On va donc terminer en rappelant que, en plus du trophée continental qui est en jeu dans cette compétition, les 2 équipes finalistes vont décrocher les 2 tickets qualificatifs octroyés à l'Afrique pour les 4 tournois des qualifications pour la Coupe du Monde féminine de FIBA 2022, prévue au mois de février 2022, justement en Australie. Avant de refermer cette première partie de l'émission, on va consacrer un moment à un hommage à un entraîneur de football que vous avez connu. Il a parfois été invité de cette émission de la Nuit du Sport sur nos plateaux, quand il était au Cameroun, quand il était à Douala, quand il était disponible. L'entraîneur Augustin Tchoupo qui nous a quittés récemment de courte maladie. On va en parler avec vous, coach Benjamin Mongol. Vous l'avez connu. Et actuellement aussi, vous êtes impliqué dans l'organisation des obsèques. Le coach Augustin Tchoupo, il est décédé au Congo. Quelles sont, par exemple, les dernières nouvelles par rapport à l'arrivée de sa dépouille? C'est vrai que ça fait très mal. Donc, je profite déjà de vos antennes pour souhaiter à la famille nos condoléances les plus attristés. Pourquoi? Parce que toute la famille sportive en souffre aujourd'hui, en ce moment. Avoir perdu ce grand homme de football, qui aimait bien ce football, qui était passionné, qui a laissé même son boulot auprès de la Sonara pour entraîner. Et il aimait bien ce côté de la préparation physique. Comme il était un chimiste, il fait, donc au niveau de la physiologie, il mettait un accent là-dessus. Donc, nous souhaitons nos sincères condoléances. C'est en particulier les entraîneurs de football. Oui. Donc, nous avons reçu cette nouvelle comme un coup de massue. Et c'est toute la famille qui est en larmes. Et nous nous sommes mobilisés très rapidement parce que dès que les nouvelles sont arrivées, on nous a dit immédiatement que le corps devait revenir parce qu'il est décédé pas dans des bonnes conditions. On soupçonne le Covid, donc ce qui fait que, étant sur place, il y a eu beaucoup de négociations auprès de la famille pour que le corps revienne. Il y avait même des possibilités qu'ils soient enterrés sur place. On a même voulu qu'une famille, le responsable de la famille, M. Tchoupo Roger, qui est son grand frère, qui devrait aller au Congo, mais à la fin, qui n'est plus parti parce qu'on a pu mettre des négociations en place. L'essentiel a été fait et le programme qui était retenu et qui est aujourd'hui annulé, celui où le corps devait arriver hier, et le vol qui était censé prendre le corps, Sky, qui n'avait plus les possibilités de le faire. Donc, on est resté encore longtemps parce qu'il y avait une autre possibilité d'attendre le corps à 21h, un vol qui devait quitter, je pense que depuis Lomé, pour passer par Brazzaville, pour chercher le corps. Mais là aussi, ça a été annulé. Ce qui fait que nous sommes restés dehors toute la nuit d'hier pour attendre encore.
mais on n'a pas pu avoir ce corps. Sinon, la dépouille, avec les prochains programmes, nous attendons jeudi. Et ce que nous avons prévu sur le plan de l'organisation, sur le plan de lui rendre ses derniers hommages, le milieu sportif en général, en dehors des entraîneurs, ceux qui sont autour, qui essayent de nous accompagner. Nous avons donc prévu aller le prendre, chercher la dépouille auprès de l'aéroport de Douala, ensuite descendre avec la dépouille auprès de sa famille en Djongo, parce qu'il était là, Djongo, vous voyez, entre Banga et Pendja, un truc comme ça. Oui. Voilà, donc Djongo, c'est là, c'est là où on doit aller avec. Hein? On va avec, directement pour là-bas. Et étant là sur place, nous allons faire une veillée, comme c'était prévu. Et certainement, il sera inhumé avant midi. Et plus tard, on va se séparer. Je pense que c'est jusqu'ici le programme. Donc, nous attendons encore la dépouille jeudi. Et je pense que dès que nous aurons le programme définitif, nous allons vous l'envoyer pour que tout le monde ait la meilleure communication. Parce que pour l'instant, nous sommes encore à ce niveau-là. Mais nous aurons la dépouille au Cameroun. Et nous sommes vraiment... J'ai travaillé avec lui personnellement à Mélon, Stade Rennais de Mélon. C'est quelqu'un qui était très pointu sur le plan du travail, qui aimait bien son travail, il voulait toujours le résultat. Partout, on l'appelait sapeur-pompier. Quand une équipe était en difficulté, on l'appelait. Donc, nous avons tous mal de cette situation. Et nous souhaitons que, comme ça a été fait, que nous lui rendons des hommages qu'il mérite. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une grande mobilisation. Ça se passe à partir de nos différentes forats et l'organisation que nous mettons en place pour que nous soyons déjà à l'aéroport avec les suvettes, les suvertements, tous les entraîneurs, chrono sifflet, et pour qu'on soit en tenue de sport pour l'accueillir. Voilà, et ensuite, on ira toujours avec la même tenue au niveau de Djongo pour qu'on sente que les collègues sont là pour lui rendre ses derniers hommages. Georges Rim, j'imagine que vous l'avez connu, vous êtes habitué des stades, donc impossible de ne pas remarquer le coach Augustin Tchoupo. Bon, personnellement, je n'avais pas de rapport direct avec lui. Ce n'est pas pour dire qu'on avait un problème particulier, non. C'est juste pour dire que l'homme, dans son intimité, je ne le connais pas. Mais par contre, l'entraîneur de football, si. Et il n'y a rien que je dirais que le coach n'ait pas dit sur le professionnalisme de l'homme. Et comme il vous l'a dit, il s'était beaucoup fait illustrer par justement ce côté sapeur-pompier, c'est-à-dire celui qu'on appelait au chevet des clubs en difficulté et qui le réussissait à redresser, autrement dit à maintenir dans l'élite. Donc c'est beaucoup plus de cette façon que moi j'ai connu l'homme. Je lui souhaite le repos éternel et à sa famille nucléaire et à la grande famille du football camerounais. J'adresse mes sincères condoléances. Alors, Timothée Makongo, vous l'avez connu? Oui, finalement, je l'ai connu. Voilà. Tout à l'heure, quand on parlait je vous ai dit, vous allez voir le visage. Quand j'ai vu le visage, je l'ai reconnu. Je l'ai connu à l'époque où nous étions, j'étais secrétaire général de l'AFC. Et à cette époque, c'était un homme, un entraîneur d'ailleurs, qu'on a connu, très jovial, très pointilleux. Et comme l'a dit le coach tout à l'heure, c'était une espèce de sapeur-pompier. Mais très rieur, très jovial. Mais intimement, je ne l'ai pas beaucoup connu, sincèrement, intimement. Mais nous savions que c'était un coach de football. Je ne sais pas à quel moment il est parti au Congo. Ah oui, là, c'est même quelque chose que je n'ai pas dit. En fait, en dehors de sa profession d'entraîneur, il était également enseignant à l'université. Donc, il donnait des cours à l'université du Congo, Congo-Brazza. Voilà. Donc, ce qui fait que de temps en temps, il partait donner des cours. Et après son dernier match avec son dernier club, c'est l'IFCA à Limbé. Donc, après son dernier match, malheureusement, l'équipe n'a pas été qualifiée en finale. Donc, il est rentré et puis il avait des cours qu'il avait déjà renvoyés au moins 3 fois. Il a profité donc pour aller
Malheureusement, c'est là où la maladie a commencé. Il a fait une courte maladie, 2 jours, et il est parti. Donc, on n'a pas beaucoup d'autres informations que ça. Mais, comme on nous a dit, on fait quelque chose que nous avons préparé sur la tradition, comment est-ce qu'on le fait avec les autres entraîneurs. Donc, on essaie de tout faire pour lui donner ses derniers hommages. Je profite aussi pour dire beaucoup de courage à son grand frère, Roger Tchoupo, qui est mal depuis, parce qu'à tout moment, il a besoin de nous auprès de lui. Il est à Douala, il travaille à Houndé, mais il est à Douala depuis parce qu'il est là pour attendre son corps. Et chaque soir, on essaie d'être avec lui pour lui donner un peu de force. Ça, c'est bon. Oui, merci bien. Peut-être un dernier mot. Non, il a tout dit. Le coach, donc, il fait que vraiment, c'est important de voir la mobilisation. Oui, c'est très, très important, la mobilisation des entraîneurs. Et puis, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a cette mobilisation. Et s'il te plaît, au sujet de cette mobilisation, si tu me permets de dire une chose, je veux saluer, louer la mobilisation dans le corps de métier des enseignants, je veux dire des entraîneurs, pour moi, c'est faire montre chaque fois qu'un des leurs est en difficulté, que ce soit pour des cas de maladie ou des cas de décès comme c'est le cas. Ils se sont toujours mobilisés comme un seul homme. Et c'est à féliciter, c'est à encourager. Merci. Vraiment, je vous dis merci pour ce que vous faites. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Voilà. Merci bien. On va poursuivre cette émission. Évidemment, on reste avec cette pensée émue par rapport à la disparition du coach Augustin Tchoupo. Je le disais, on a parfois reçu sur ce plateau, disponible quand il était de passage à Douala. On l'a dit, c'était quelqu'un d'ouvert, d'assez ouvert. Enfin, moi, je l'ai trouvé assez ouvert et de professionnel. Très pointilleux aussi, ça on l'a remarqué pour tout journaliste qui parcourt les matchs sur le terrain, très pointilleux. Et c'est une nouvelle également qui a surpris le milieu de la presse sportive, comme le disait le coach tantôt. Donc évidemment, les entraîneurs se mobilisent et la presse va accompagner. Okay. Voilà. On va donc poursuivre cette émission. Après cet hommage, on poursuit cette émission. Ce sera la seconde et la dernière partie de cette émission consacrée au débat, avec ce soir 2 problématiques majeures. La dernière visite du président de la Confédération africaine de football au Cameroun. Mais avant, on parle des élections à la Fédération camerounaise de football, notamment de la candidature de Samuel Eto'o-Fils, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Hier, à travers les réseaux sociaux, a donc annoncé sa candidature à la présidence de la FECAFOOT, comme on peut le voir sur son compte Twitter, par exemple. Et on a des footballeurs sur ce plateau, des analystes aussi. Déjà, Timothée Makongo, quelle a été votre réaction quand vous avez su finalement que Samuel Eto'o se présentait comme candidat? C'est une candidature, on le disait déjà dans les coulisses, mais là c'est officiel, il est candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Au vu de tout notre passé sportif au niveau de la Fédération camerounaise de football, je me suis réjoui de sa candidature. Non seulement je me réjouis de sa candidature, à travers tous les aspects fonctionnels que ça pourrait faire apparaître, mais aussi sur le plan sentimental, sur un plan sentimentalement pur, je me réjouis de sa candidature. Il est difficile de penser qu'il soit candidat, qu'on ne puisse pas être plébiscité par tous les Camerounais, si c'est difficile, parce que quelle que soit la personne qui est président dans cette fédération, déjà, la personne doit être motivée pour être président, mais en plus de ça, la personne va forcément et nécessairement s'entourer d'une équipe efficace. Ce qui me rassure sur pourquoi j'aime la candidature d'Eto'o-Fils, parce que c'est quelqu'un qui a vu toutes les déchéances de ce football camerounais, de cette fédération, qui a vu toutes les chutes et toutes les faiblesses de cette fédération camerounaise, ce qu'il les a vécues en tant que footballeur, et qui a essayé d'apporter à sa manière quelques réparations quelquefois, mais qui n'a pas toujours réussi, qui a soutenu
c'était un mouvement, c'était un engagement parce qu'ils voulaient une fédération meilleure. Hein, et malheureusement, quelquefois, ça s'est soldé. Oui, voilà, ça n'a pas toujours été comblé. Ça s'est soldé quelquefois par des échecs. Et qui s'est dit, pourquoi pas ne pas essayer moi-même? Et je pense réellement que c'est quelqu'un de bien placé, hein, parce qu'il est représentativement parlant, en dehors du côté fonctionnel, et comme les gens disent de côté compétences, comme certains veulent dire, veulent faire croire qu'il n'a pas de compétences pour le diriger. Je me demande alors qui aurait les compétences pour le faire. Parce qu'en réalité, quand on prend quelque chose en main, c'est toute une équipe, tout un groupe de personnes qui le prend en main. Maintenant, Eto'o a représenté pour le Cameroun, c'était un des meilleurs ambassadeurs du Cameroun, le meilleur, le joueur le plus... Le patron de... Le joueur le plus comblé sur le niveau des médailles africaines, un des joueurs les plus célèbres de la planète Terre, un des meilleurs salaires de la planète Terre, un des meilleurs ambassadeurs du Cameroun et même d'Afrique au niveau de la planète Terre. Et j'ai dit, quelqu'un qui a eu à rencontrer tous les grands hommes de la Terre, qui a côtoyé tous les problèmes, qui a essayé de résoudre des problèmes, même sur le plan social. On a vu ce jeune homme-là à l'époque, quand il était footballeur, hein, créer un hôpital par là, un petit centre de santé par ici, fait intervenir efficacement au niveau du fonctionnement de la vie des Camerounais et qui s'est montré très proche de la réalité des vies des Camerounais. Mais en plus de ça, il est un footballeur émérite et quelqu'un sur un autre plan, hein, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est pas, j'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour qu'il n'est pas intellectuel. Je donne mon avis, c'est que sur le plan intellectuel, donc c'est un footballeur qui se présente. Il était générateur de quelques sociétés, il était créateur de certaines sociétés, il était créateur du travail au Cameroun au niveau de certaines couches sociales, et il a... Et en réalité... Même si parfois ça n'a pas marché comme il aurait souhaité. Ça marche ou ça ne marche pas. En réalité, quand vous voyez la plupart des sociétés camerounaises créées par quelques Camerounais que ce soit, sont des sociétés qui ont fait chute, qui ont sombré. Hein. La plupart des sociétés créées ces 10 dernières années ont sombré. Il n'y a pas une qui a brillé spécialement en disant que moi j'ai réussi. Non, tous ont sombré. Soit donc, si elles n'ont pas sombré, sont entrés dans une réalité de combine ou de magouille. Hein. Il ne faut pas oublier que nous sommes un peu... entrer dans le système mondial où c'est l'extérieur qui nous conditionne le plus, qui nous commande et qui peut faire vaciller n'importe laquelle des sociétés qui sont créées sur place. Donc, dire que toi, a échoué au niveau de certaines sociétés, c'est un faux problème, c'est mal positionné. Il faut entrer à l'intérieur du problème pour comprendre un certain nombre de problèmes. Et je pense réellement qu'il est suffisamment futé. Il a quelqu'un qui parle déjà au moins 3-4 langues, hein, en dehors des langues camerounaises, mais des langues d'autres pays, et qui a eu des contacts au niveau de l'organisation de beaucoup de groupes, hein, d'organes africains et mondiaux, hein, a une certaine expérience. Et je pense que, n'étant pas dans la réalité de vouloir s'enrichir à travers l'Africa Foot, comme l'ont fait plusieurs de ses prédécesseurs, hein, beaucoup de ses prédécesseurs sont venus à l'Africa Foot parce qu'ils venaient s'enrichir, pas parce qu'ils voulaient relever absolument le football camerounais. Hein. Si vous dites si quelqu'un veut relever le football camerounais, il cherche un meilleur part pour le football. Il cherche les meilleurs hommes, il cherche la meilleure équipe. Comme exactement dans les équipes de football avant, lui, les coachs, un entraîneur ne va pas dire il faut que je prenne mes frères pour les mettre dans mon équipe, il faut que je prenne les meilleurs joueurs pour être champion, hein, du Cameroun, pour être champion de ma région. Et si tu veux être champion au niveau de la Fédération camerounaise de football, Eto'o est un peu dans cette race d'hommes-là qui veulent relever cette Fédération camerounaise de football. Et je crois, hein, que là, il est compétent pour le faire. En tout cas, il faut lui donner sa chance, il faut lui donner la possibilité de l'être. Et je ne vois pas actuellement, par rapport à tout l'aura qui l'entoure, qui d'autre pourrait être un concurrent sérieux, sauf si c'est des magouilles politiciens, ça c'est autre chose. On va aborder cet autre aspect. Georges Rim, une réaction par rapport à l'officialisation de cette candidature de Samuel Eto'o. Comment est-ce que vous avez réagi hier à l'annonce de cette candidature? J'ai dit enfin. Via les réseaux sociaux. Enfin. Enfin, pourquoi? Parce que ça mettait un terme à la rumeur qui était devenue insupportable, qui s'amplifiait de jour en jour, des débats à n'en point finir sur tous les plateaux, télé, radio et même dans les réseaux sociaux. Sera-t-il candidat? Ne le sera-t-il pas? Enfin, il a mis un terme. Il a annoncé la veille. Demain, je parle. Donc. Oui, bon, enfin, il vous préparait déjà, il nous préparait déjà à accueillir cette nouvelle. Donc, enfin, comme je l'ai dit, pour
taire la rumeur de manière définitive. Il confirmait donc ce qui se disait déjà un peu partout. Et sur un plan tout à fait personnel, c'est une nouvelle que j'ai accueillie avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, au regard de ce que lui, Samuel Eto'o, représente. Pas simplement le footballeur, mais désormais l'ambassadeur du football camerounais, africain et même mondial qu'il est devenu. Ce qu'il représente dans le monde du football ne peut être que bénéfique pour la Fédération camerounaise de football. Lui qui dit, alors, qui place cette candidature sous le sceau de la passion, de l'amour qu'il a pour son pays. C'est important de le signaler, pour son pays. Tout le monde aime son pays. Oui, bon. Voilà. Il y a aimer et aimer. Ouais. Vous savez, on peut aimer son pays pour se servir de ce pays-là, mais lui, il vient servir ce pays. Il a conscience d'ailleurs dans sa profession de foi de ce que ce pays lui a pratiquement tout apporté pour devenir le Samuel Eto'o qu'il est aujourd'hui. Et il pense que l'heure également est venue pour lui de rendre à ce pays tout ce que ce pays lui a apporté. Même si, sur un plan, je l'ai dit, tout à fait personnel, je pense qu'il a même déjà suffisamment donné à ce pays, 2 fois champion d'Afrique, 1 fois champion olympique, meilleur buteur de l'histoire de la CAN, meilleur buteur de la sélection, et en club. Chaque fois qu'il gagne, c'est le drapeau du Cameroun qu'il aborde sur lui. Je ne parle pas du nombre de fois où il nous a défendus sur la scène internationale. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il avait déjà beaucoup donné, mais il estime que c'est insuffisant et c'est tout à son honneur. Il veut le servir en tant que dirigeant de la Fédération camerounaise de football, d'une fédération qui se porte très mal. Et peut-être avec le temps, on déroulera quelques pans de son programme électoral. Et il pense que le moment est donc venu de redresser cette fédération, redonner ses lettres de noblesse au football camerounais en dirigeant la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est une nouvelle que j'ai très bien accueillie et j'espère qu'il aura jusqu'au bout de ses ambitions. Vous étiez également content, coach, par rapport à l'officialisation de la candidature de Samuel Eto'o? Je réponds directement, effectivement. Effectivement. Parce que, enfin, il faut dire des choses. Il faut avoir une raison pour être content. Qu'est-ce qui nous pousse à être content? C'est d'abord ça. Première des choses, Samuel vient pourquoi? Pour un football qui va mal. Ça, il faut l'avouer. Il va très mal, ce football. Donc maintenant, il est question qu'il change. Et il doit changer avec des nouvelles personnes. Maintenant, moi, je dis, moi, c'est sur 2 ou 3 points. 2 ou 3 points sur lesquels je suis content. La première, c'est que celui qui doit être à la tête de football au Cameroun, parce que depuis peut-être déjà 6 à 7 ans, on ne vit plus le football au Cameroun. On peut même dire qu'après il y a Mohamed, il n'y a plus de football. Donc, nous venons de vivre une saison sportive où nous avons fait 1 an de championnat. Oui, madame, la saison qui vient de finir. 1 an. Dites-moi, ça existe où? Nous qui avons essayé de travailler un peu à l'extérieur et revenir ici, ça nous fait très mal. Moi, quand j'allais en RDC pour la première fois, quand j'arrivais, j'étais comme un petit dieu. Les Congolais disaient, le Camerounais ici, ils nous prenaient pour... Mais attendez, ils disaient que le football au Cameroun, la plupart voulaient venir. Mais maintenant, aujourd'hui, ils n'ont plus envie. Et ils ont raison. Oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est les Camerounais qui partent maintenant en RDC pour aller jouer. Attendez, parce que le football est resté sur place, on n'a pas pensé à travailler, on n'a pas réfléchi, on n'a pas développé, on est resté sur place. Au contraire, on est allé plus bas. On peut même dire au fond. Donc pour moi, la candidature d'Eto'o est la bienvenue. D'abord, pour les footballeurs. Anciens footballeurs, pour les footballeurs. Pour nous, les entraîneurs. Parce que nous sommes au centre du football. Et ce sont ces acteurs-là qui sont négligés dans ce football au Cameroun. Il faut le dire clairement. Deuxièmement, madame, c'est par rapport à l'image de l'homme. Le regard du monde. C'est Samuel Eto'o. C'est Samuel Eto'o, camerounais,
mais dans le regard du monde, est un grand ambassadeur. Pour moi, derrière ce regard, on aura les sponsors. C'est là, voilà. Et la troisième, c'est pour dire qu'à un moment, on a fait les mêmes choses pendant longtemps. Il faut à un moment changer. Et même s'il faut qu'on change de pouvoir d'abord, 4 ans. Et après, si ce n'est pas bien, on fera le bilan. Dans le bilan, on va dire, mais Samuel, les autres nous ont trompés, toi aussi tu es venu nous tromper. Mais pour l'instant, nous trouvons que c'est un candidat qui est important pour... Moi, je ne peux pas vous mentir, je suis sûr et certain que la plupart des footballeurs, c'est un ouf de soulagement si Eto'o est présent là. Eto'o a gagné des millions. Eto'o a gagné des millions. Il ne peut pas rester là et demander qu'on fixe un salaire de 100 000 francs à un footballeur professionnel. Mais ces gens là-bas étaient à Tinga, ils sont assis quand même. Et faire 100 000 francs pour un footballeur professionnel de première division, de salaire. Pourtant, le professionnel, celui qui doit rouler en voiture. Sinon, notre football n'est pas professionnel. Sinon, nous regardons les autres jouer. Et quand ils ont pensé comme ça, mais quand ils sont dans des réunions, les émoluments seulement, c'est 250 000 à une réunion. Mais dites-moi, où on va? Donc moi, je pense qu'à un moment, il faut changer tout ça. Donc vous estimez qu'en tant qu'ancien footballeur, il saura repositionner le footballeur au cœur de toute chose. Puisqu'au-delà de tout, il faut le dire, hein, c'est le footballeur qui est au centre. C'est le footballeur qui est au centre du football. Mais aujourd'hui, il est négligé. Mais aujourd'hui, un président de club peut parler à un footballeur, dégage là-bas, c'est parce qu'il a dit quelque chose, il est suspendu et tout. Non, la star, c'est le footballeur. Bien sûr. Nous, les entraîneurs et tous les autres, nous sommes autour de ces footballeurs-là. L'administration est là pour encadrer, pour réfléchir, pour gérer, pour développer. Donc, pour moi, c'est une candidature qui est vraiment la bienvenue. C'est une candidature qui est la bienvenue. Alors, Timothée Makongo, peut-être avant de poursuivre sur la question, un mot quand même sur le choix. Je vais dire quoi, le canal choisi pour déclarer pour officialiser cette candidature, à savoir les réseaux sociaux. Pour vous, c'était un choix important, c'était un choix pertinent, parce que tout à l'heure, je regardais un peu Malène Mvoutou, qu'on connaît, qui estimait que non, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vote. C'était mieux de se mettre dans un environnement où le football se joue, par exemple, selon elle, pour pouvoir déclarer sa candidature, afin de montrer que Samuel Eto'o est, par exemple, plus proche, justement, de ces footballeurs. Il y a une réalité qu'il faut absolument mettre sur le plateau, c'est que nous connaissons mal tous les préambules, toutes les préparations, tous les préambules auxquels Samuel Eto'o a été confronté, tous les positionnements qu'il devait faire, toutes les réalités qu'il devait épouser pour arriver à une candidature. Parce que nous sommes dans une diversité ethnique très prononcée, diversité de valeurs très prononcée. Et choisir un canal ou un autre, en fait, c'est des experts qui peuvent bien vous expliquer pourquoi ils ont choisi tel canal ou tel autre canal. Pourquoi ils ont commencé par CRTV ou par STV ou par... C'est les experts qui le font. C'est un travail d'expert. Et je suis sûr. Vous connaissez également en termes de marketing, en termes de communication. C'est pour ça que je vous pose la question, Timothée Makongo. En termes de marketing, en réalité, c'est délicat maintenant au Cameroun. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les choix qu'on fait, c'est toucher d'abord la masse populaire qui vous lève, ou bien toucher le haut ou la masse médiane là, qui est tout au milieu? C'est un problème de choix. Et je pense que ces experts en marketing, les experts en réclame, qui peuvent donner le conseil approprié et tout. Maintenant, je ne pense pas que ce soit le plus important. Le plus important, c'est comment il s'est amené à le déclarer. Et peut-être qu'il devait vouloir sentir les tendances qui l'entourent. C'est que les gens disent tout autour de lui pour se prononcer de manière progressive dans une telle déclaration. Parce que c'est une déclaration, vous savez, ici, j'ai l'impression que nous entrons, les Camerounais en général, de plus en plus dans une certaine médiocrité, dans une certaine méchanceté même. Parce que quand vous voyez des enfants de 10 ans qui ne peuvent pas respecter un aîné de 40 ans ou un aîné de 50 ans, vous voyez les choses de la rue. J'ai entendu des gens dire Eto'o, il donne 2 millions, il est même qui il a vraiment. J'ai vu des adultes, au niveau de la Fédération camerounaise de football, dire qu'ils pensent qu'il est quoi. Il est même qui. Donc, vous pensez, c'est des subtilités qui sont très embêtantes. Et il y a beaucoup trop de jalousie qui a tourné autour de tout dans ce sens-là. Et cette jalousie leur a mené à être prudents.
Parce que le gars était dans une disposition, j'ai aimé ce qu'ils ont dit, Erim et le coach tout à l'heure, à propos de tout. Ce qu'il a mené dans une réalité prudente, très prudente. Il dit, il faut entrer pour qu'on connaisse les réalités de mes intentions. Mais quand tu regardes l'homme, à la façon dont il a vécu, à la façon dont il est devenu célèbre, à la façon dont il a été embrassé par tous les grands hommes de la planète, à ses désirs intérieurs, même aux actes qu'il a posés au niveau de la République, porter le drapeau camerounais comme un manteau, même quand il était en Italie, qu'il soit en Italie, au Brésil ou en Espagne, il portait, chaque fois qu'il gagnait, le drapeau camerounais sur le dos. Voir cet homme qui a, dans une réalité purement sociale, qui a fait appel à ses anciens amis, qui a aidé un peu toute sa famille, ses anciens amis, qui a aidé les hôpitaux, les marches sociales, non seulement dans son village, mais dans d'autres villages et même dans d'autres pays, qui est porté vers un secours des marches sociales. Il est difficile de ne pas penser. Et j'ai aimé ce que le coach a dit tout à l'heure en disant que sur le plan du marketing même, il représente des accords extraordinaires, des possibilités, des ouvertures extraordinaires pour le Cameroun, en termes de sponsors, en termes d'équipement, en termes même de matchs amicaux. La fédération n'a pas de sponsors, alors? Non, la fédération a des sponsors, il s'appuie sur qui? La fédération s'appuie sur quoi? Et même quand il y a eu un sponsor, comme on a eu Puma, c'était des hommes absolument engagés, solides, qui ont voulu qu'on ait. Puis nous, on a gagné Puma vraiment à la sueur de beaucoup de bagarres. L'équipe nationale. Qu'est-ce que les équipes les équipes locales. Qu'est-ce que nous on reçoit ici? Donc, je veux dire que l'équipe locale. Le gars est un espoir en termes de correction. La candidature de tout est un véritable espoir en termes de correction, en termes de fonctionnalité, et même sur le plan sentimental. Et quand on dit le footballeur, espoir pour les footballeurs, le footballeur, ce n'est pas seulement celui qui a joué sur le terrain, c'est tous ces produits qui sont autour du football, c'est-à-dire les entraîneurs, les autres encadreurs, les analystes, tous les gens qui sont présents autour du football, c'est tout ça qui forme la race des footballeurs, la classe des footballeurs. Et je pense que tout reste un véritable espoir. C'est dans ce sens. Et en matière peut-être de timing en matière de timing, ça, en réalité, c'est... On sait par exemple que les départementales, c'est vendredi, là. Oui. Voilà. Et Samuel Eto'o qui déclare sa candidature quelques jours à l'avant. Comment est-ce que vous trouvez le timing, justement? C'est des choix des experts qui préparent le terrain. C'est le choix des experts. Moi, je pense que pour ce qui concerne Samuel Eto'o, tout est bienvenu. Sincèrement, du fond de mon cœur, je pense que tout est bien. Je pense même qu'il a tardé un peu. Je pense qu'il a tardé un peu, mais ça, c'est un avis personnel. Mais c'est bienvenu. Le timing, là, franchement, c'est les équipes en place qui connaissent bien le marché, qui connaissent bien les exigences du marché, qui peuvent le dire de manière efficace. C'est la même lecture, coach? Oui, moi, je pense qu'il est entouré des conseillers. Il est entouré des experts qui lui disent que c'est le bon moment. Oui. Pourquoi, avant de donner ta candidature, prends ton temps pour réfléchir, tu vois si c'est faisable ou pas. Et certainement, il a bien mûri, parce que tarder aussi, c'est bien. Prendre les décisions sur le vif du sujet, c'est pas intéressant. Moi, je pense qu'au moment où il l'a prise, il a des experts autour de lui. C'était le bon moment. Et pour moi, j'ai dit les experts l'ont fait. Je ne suis pas mieux placé. Maintenant, ce qu'on dit, le lieu ou pas. Que il a trop tardé même. Eto'o, si c'est les stades, il les a fait. Porter les maillots, il les a fait. S'il décide aujourd'hui de le faire de cette manière pour présenter sa candidature, forcément, il a des conseillers qui lui ont demandé c'est le meilleur moment et c'est le meilleur endroit. Donc pour moi, c'est un faux débat, l'endroit. Alors, aujourd'hui quand même, Georges Rim, il y a cette nouvelle candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Entre-temps, on a vu par exemple des anciens footballeurs aussi se prononcer, Jules Denis Onana, Emmanuel Mabouan Kessac, et voici un autre ancien footballeur qui vient également déclarer sa candidature. Quelle devrait être selon vous la position de ces anciens footballeurs-là aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que voilà, ils vont en rang dispersé. Est-ce qu'aujourd'hui, les footballeurs devraient peut-être se mettre derrière un candidat, le soutenir jusqu'au bout, ou continuer d'avancer de façon dispersée comme on le voit actuellement? Avant de répondre à ta question, permets que je revienne sur la... Mais rapidement. Oui, très rapidement. Très rapidement. Qu'il soit passé par les réseaux sociaux pour déclarer sa candidature, et que Marlène Mboutou estime que ce soit
pas le meilleur endroit. C'est son avis. C'est son avis que je respecte, mais en même temps, elle est mieux placée pour savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Pas forcément. Non, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire après, quand vous interrogez les statistiques en matière du taux de pénétration d'Internet au Cameroun, c'est autre chose. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais quand je dis tout le monde, je parle là des personnes ciblées. Pour ce qui est de ces élections à la Fédération camerounaise de football. La preuve, c'est pas à travers ces réseaux sociaux qu'elle a pris. Donc, si elle est la plus... C'est une spécialiste du marketing. Exactement. Donc les autres également ont pris connaissance et on connaît l'impact des réseaux sociaux dans nos habitudes, dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir. Donc, elle ne saurait minimiser ce canal-là. Ce n'est pas pour dire qu'il va se limiter aux réseaux sociaux. Il a commencé par là, step by step, et puis il ira dans d'autres espaces de plus grande audience. Certainement pour les conférences. Exactement. Voilà. Donc, moi, je dis, et je suis d'accord avec le coach, sur ma question maintenant. Un faux débat. Maintenant, sur ta question qui a trait au rassemblement des anciennes gloires qui se présentent, tu l'as dit, en rang dispersé, parce qu'on a, en plus de la candidature d'Eto, il y avait déjà deux qui s'étaient signalés, Mabouang et Jules Denis Onana. Pour te répondre, j'aimerais nous inviter à faire une lecture de l'affiche du programme électoral de Samuel Eto'o. L'image, c'est ça que j'appelle l'affiche. Nous voyons là-dedans deux icônes du football camerounais, Roger Mila et Rigobert Sambana, aux côtés de Samuel Eto'o, en plus d'autres personnes qu'on peut apercevoir sur cette affiche. Nous le savons, qu'il fut un moment où les rapports entre Eto'o et Mila, Eto'o et Son, n'étaient pas les meilleurs qui soient, pour ne pas dire n'étaient pas bons du tout. Mais que nous retrouvions sur une même affiche, dans le programme électoral de Samuel Eto'o, Rigo et Son et Roger Mila, et quand on sait ce que ces deux-là représentent pour le football camerounais, je pense, je peux me tromper, mais je pense très sincèrement que Eto'o s'inscrit dans la logique du rassemblement et que les deux autres, sans vouloir insulter leur compétence ou leur intelligence, sur un certain plan ne pèsent pas... Dans quelle logique? Non, je veux justement les inviter à faire corps autour de Samuel Eto'o, autour de la candidature de Samuel Eto'o. Ah, donc ce sont les footballeurs qui doivent se mettre derrière Samuel Eto'o, si je vous comprends bien. Bien sûr. D'accord. Puisque les footballeurs comme eux. Maintenant, j'invite Mabouang et... Non, pas l'inverse. Vous voulez que... Je ne vous comprends pas. La question exactement, c'est laquelle? Pas l'inverse. Ça, je vous pose comme question. Aujourd'hui, vous estimez que les footballeurs doivent se réunir derrière un ancien footballeur comme Samuel Eto'o, parce que dans la course également, il y a d'autres anciens footballeurs. Oui, c'est pour ça que je vous dis pas l'inverse alors. J'invite les autres candidats, footballeurs ou ex-footballeurs qui ont déclaré leur candidature, de faire front avec Samuel Eto'o pour que, effectivement, un des leurs dirige la Fédération camerounaise de football. Pourquoi j'invite plutôt les deux autres à faire front avec Samuel Eto'o? Les deux autres pour le moment. Oui, pour le moment, naturellement. Nous parlons de ce qui est officiel. Vraiment, moi, je n'aime pas parler des choses, je n'aime pas parler des rumeurs, ou on a dit que, ou du Congo-Ça, comme diraient certains. Je parle de ce qui est officiel. Officiellement, nous avons Eto'o, Jules Denis, Mabouang Kesak. Ce sont d'anciens footballeurs. Je vais prier les deux derniers cités, c'est-à-dire Jules Denis et Mabouang Kesak, de s'aligner derrière la candidature de Samuel Eto'o pour ne pas y aller en rang dispersé. La candidature d'Eto'o, pour moi, me semble plus crédible que les leurs, autant pour moi, et il gagnerait à faire front, à pactiser, permettez-moi l'expression, avec Samuel Eto'o pour que les footballeurs, la grande famille de footballeurs, se donnent plus de chances de remporter ces élections, parce qu'on sait qu'elles sont quand même compliquées à un certain niveau. Voilà. Je reste sur votre dernière phrase, pour que les footballeurs se donnent plus de chances de remporter ces élections. On se souvient par exemple que Timothée Makongo, lors des dernières élections,
Il y avait aussi Joseph-Antoine Bell qui faisait partie des candidats. Mais au finish, ce n'est pas un footballeur qui l'a remporté. Comment, cette fois, Oui. on a certes des footballeurs, des anciens footballeurs qui sont candidats, mais on a aussi une grosse star comme Samuel Eto'o qui se prononce. Oui. Comment ça peut... Est-ce que ce sera faisable cette fois que les footballeurs puissent parler d'une même voix? En fait le cadre n'est pas tout à fait le même et les personnalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein? Moi, en tant que footballeur, si vous m'interrogez sur les deux personnalités, celle de Samuel Eto'o, c'est Joseph-Antoine Bell, oui. Je risque de vous dire des choses terribles. Allez-y. Donc, je préfère ne pas le dire publiquement parce que c'est deux footballeurs comme moi, donc je ne veux pas, déballer ce genre de débat. Mais la personnalité d'Eto'o est une personnalité qui est largement à part et au-dessus d'un certain nombre de choses. Par contre, ce que je voudrais dire, ce que disait Rim tout à l'heure, quand il les invitait, il invite les autres anciens footballeurs, je voulais simplement, pas sans contredire Rim, parce que Rim a tout à fait raison dans ce qu'il disait, c'est que dire que les deux autres candidatures se sont faites. Les deux autres candidatures se sont faites avant. Avant, oui. Avant. Hein? Et ça pourrait, je dis bien, ça pourrait tout aussi bien, si Rim m'entend bien, ça pourrait tout aussi être un processus ou bien une méthodologie pour diluer les autres éventuelles candidatures qui ne seraient pas les footballeurs. Mais je pense, pour ma part, que face à l'immensité du personnage que Eto'o représente par rapport à Kissak Mabouan ou à Jules Denis, logiquement, il devrait se retrouver, rallier le groupe de logiquement. Mais ça pourrait aussi être une stratégie qui permette de diluer la force des autres candidatures éventuellement possibles. Parce que ce que tu me rappelles par rapport à l'époque de Bell, c'était déjà un truc très, très complexe parce que c'était des consensus, des ententes, vraiment... Et il faut aussi dire que parmi les footballeurs, il y a des personnalités qui n'arrivent pas à entrer dans une logique d'engagement. C'est-à-dire que quand tu prends l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, tu assumes cet engagement jusqu'au bout. Et de ce nombre-là, il y a beaucoup de ceux qui sont candidats et qui n'arrivent pas à honorer leurs engagements à l'endroit jusqu'au bout. Donc, quand je parle d'engagement, c'est les premiers engagements vis-à-vis de ceux qui vont vous accompagner dans l'élection. Et quand vous n'êtes pas dans cette logique d'être capable d'honorer les engagements, vous devenez un personnage très, très complexe. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas dire un certain nombre de choses publiquement sur le plateau parce que ça pourrait entraîner des cassures qui ne sont pas nécessaires maintenant. Peut-être quelques dernières questions avant de passer à autre chose. Coach Benjamin Mongol, quels sont, par exemple, les éléments qui, à votre avis, peuvent faire la différence aujourd'hui entre Samuel Eto'o par rapport à d'autres candidats et comment je peux dire, et qui pourraient, et quels sont aussi des éléments qui pourraient empêcher Samuel Eto'o d'aller jusqu'au bout? Bon, je vais commencer par le côté négatif. Le côté négatif, c'est le clanisme là, qui se trouve au niveau de notre fédération, où quand ils ont décidé de celui qui doit passer, c'est celui-là qui doit passer. Parce que c'est une histoire, c'est une histoire d'amis. Excuse-moi, coach. Quand tu parles de clanisme, ce n'est pas seulement la fédération. Ça englobe même certains ministères. En fait, je sais pour te donner... De toute façon, moi, je sais. Je sais quand même que vous avez parlé tout à l'heure des accords. Quand ils ont décidé du candidat qui doit passer, celui-là, malgré tout, si tu n'es pas dans le cercle ou dans le sillage, tu ne passeras pas. Ça, c'est l'une des choses. Si Eto'o est dans le bon bout, ce serait bien. Mais s'il n'est pas du bon bout, voilà peut-être une situation qui peut faire en sorte qu'il ne passe pas. Il y a également ceux des ordres si jamais les anciens footballeurs partent en rang dispersé. Voilà les deux éléments pour moi qui peuvent créer ce côté négatif. Mais sur le côté de qui doit être candidat, moi j'invite plutôt tous les anciens footballeurs qui ont déposé la candidature de se mettre ensemble sur une table et de réfléchir de comment ils doivent faire pour qu'ils gèrent le football en tant que footballeurs.
et qu'ils s'organisent tous les trois, sans dire qui sera devant et qui sera derrière. Pourquoi? Parce que moi, je ne maîtrise pas les compétences des uns ou des autres sur le plan administratif. Parce qu'il y a aussi la gestion humaine. Il y a des gens peut-être qui sont bien placés. Dans leur discussion, ils vont savoir comment pouvoir gérer cette situation. Voilà, je les invite tout simplement sur une table et ensemble, ils vont trouver des solutions. Voilà ce que moi, je propose à ce niveau-là. Maintenant, je l'ai bien dit avant, moi, je reste ferme dans cette situation, c'est que, il faut le dire, Eto'o a de l'aura. Oui. Sur le plan Afrique, sur le plan national, sur le plan Afrique, sur le plan mondial. Et à un moment, imaginez-vous un seul instant que le temps change. Hier, on n'avait pas le même nombre qu'on a aujourd'hui. Hier, on n'avait pas les réseaux sociaux dont on en parle là aujourd'hui, où chacun peut rapidement s'exprimer. Vous avez besoin d'une information, vous tapez à partir de votre téléphone, vous l'avez immédiatement. Et les choses grandissent. Et même dans le monde entier, on a besoin des gens qui ont une certaine image. Ça veut dire que tout à l'heure, on a parlé de Puma. Puma n'a que sponsorisé les équipes, nos équipes nationales. Maintenant, on a besoin de quelqu'un qui peut être là, qui a peut-être joué avec le Barça et qui a porté peut-être la griffe Nike pendant beaucoup d'années et dit, je veux que tu m'habilles toutes mes équipes, par exemple, au Cameroun. Moi, c'est dans ce sens que je dis qu'il y a de l'image. Derrière lui, on peut profiter de beaucoup de choses. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Maintenant, derrière, ce n'est pas tout le monde qui va accepter tout. Ça, il faut déjà l'avouer. Des gens diront des choses dans les réseaux sociaux, des gens diront des choses dans des plateaux. Maintenant, je dis, moi, la seule chose que je demande là, pour l'instant, je prie aux anciens footballeurs de se mettre ensemble sur une même table et de penser à notre football et de penser qu'ils ont besoin de prendre ce football, pas en allant dans les rangs dispersés. Sinon, après, s'ils commencent par aller en rang dispersé, même la suite de notre football pourra continuer encore dans la même logique où depuis que nous sommes là, on ne joue plus au football, on joue plutôt dans les instances juridiques. Donc, il faut que ça change et que nous pensons seulement au football et que nous pensons à l'avenir de notre football et que nous pensons à nos jeunes gens, nos jeunes enfants qui aiment ce métier et qui sont passionnés. Peut-être avant la dernière question à Georges, je voudrais que vous réagissez rapidement, Timothée Makongo, sur l'environnement actuel même de ce processus électoral. Est-ce que vous pensez que c'est un environnement favorable à la candidature d'un footballeur, d'un ancien footballeur comme Samuel Eto'o? Oui, disons que la candidature de Samuel Eto'o, je ne la regarde pas seulement comme la candidature d'un ancien footballeur, je la regarde comme la candidature d'une personnalité qui a un espace réel au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Donc, si on regarde la candidature d'un ancien footballeur, c'est un peu diminuer la force de la candidature Moi, ma question, c'est sur l'environnement. Sur l'environnement. L'environnement est délétère. L'environnement est assez laid au Cameroun. Il n'y a rien à dire. Mais un homme peut surgir avec une certaine lumière et apporter des choses. Pour moi, Eto'o représente l'espérance. C'est une espérance réelle dans le cadre de changements, de modifications, de la promotion du footballeur. De faire taire les querelles. Il faut taire la querelle aussi. Et même mettre d'accord. Et les différentes procédures, on peut les arrêter. Les sentences, etc. Les différentes procédures relèvent de la souveraineté d'un État. Les tests sont clairs. J'ai lu les tests dans tous les sens, même les tests de la FIFA. En réalité, aucune procédure n'est inarrêtable, parce que tout ça ne se passe au Cameroun comme si les procédures sont inarrêtables. Non, elles sont arrêtables. Même la souveraineté d'État peut arrêter toutes les procédures qui sont là. On dit que le TAS a dit ceci, l'autre a dit cela, le machin de Yaoundé a dit ceci, qu'il faut... Et on a besoin peut-être d'une personnalité comme Eto'o pour résoudre ce genre de problèmes. Pas en tant qu'ancien footballeur nécessairement, mais en tant que personnalité ayant une dimension réelle pour ce genre d'intervention. Donc je pense que c'est l'environnement. Il est là, il est un peu sale, mais on peut le relever, on peut le rendre plus propre en mettant un peu de lumière. Et Eto'o est une lumière pour moi. Pour terminer, Georges, quels sont peut-être, selon vous, les points importants que vous retenez par rapport à sa profession de foi, par exemple? Qu'est-ce qui vous a marqué? Il faut dire que dans son programme électoral, qu'il décline en 5 chantiers, 5 principaux chantiers, tous sont importants, mais ce qui m'aura le plus
ce qui aura le plus retenu mon attention, c'est le premier volet, le chantier sur la gouvernance. Il le décline en 3 axes: restructurer l'administration fédérale, rétablir les équilibres financiers et trouver de nouvelles ressources financières. Et c'est sur ce dernier aspect de ce premier chantier que j'aimerais un tout petit peu m'attarder. Trouver de nouvelles ressources financières. Et à ce niveau, il dit une ou 2 choses également très importantes. Son carnet d'adresse. Son carnet d'adresse. Vraiment, une fois de plus, j'aimerais qu'on me dise, de toutes les candidatures jusqu'à présent déclarées, et même autres qui pourraient être futures, déclarées, laquelle a un carnet d'adresse aussi riche, aussi garni, aussi fourni que celui de Samuel Eto'o. En toute sincérité, soyons honnêtes, personne. Et pour l'intérêt du football camerounais, on a besoin de quelqu'un qui a ce carnet d'adresse pour attirer les sponsors, pour faire venir, pour vendre le football camerounais, de telle sorte que les clubs camerounais puissent en bénéficier. Les droits de retransmission, télé, même les stades, les grands stades. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que voilà, pour moi, le volet qui, comme je l'ai dit, aura attiré le plus mon attention, non pas pour dire que les autres sont mineurs. Tous les 5 chantiers auxquels il dit s'attaquer sont d'une importance capitale pour la modernisation, la professionnalisation, le développement, la restructuration, la réorganisation de manière générale du football camerounais. Et ça passe justement par la recherche de nouvelles ressources financières. Tous ces 5 chantiers seraient vains sans les moyens. Et on sait aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football souffre du manque criard de ressources financières. Ces ressources financières, on les mettra à la disposition du football féminin, du football amateur et même du football professionnel. Parce qu'effectivement, dites-vous que si le championnat camerounais est retransmis en direct par certaines... Et dans n'importe quelle chaîne. N'importe quelle chaîne. Les retombées financières, ça va dans les caisses de qui? Des clubs qui seront les premiers bénéficiaires au premier pas. Et une fois que nos clubs se porteront bien, ils seront représentatifs sur la scène continentale et le Cameroun retrouvera son piédestal parmi les concerts des nations du football. Tout un chantier. Ne fût-ce que sur le plan des compétitions interclubs. Donc moi j'ai dit, voilà le chapitre, le premier chantier et le point sur les ressources financières qui, ma foi, m'a le plus... Alors, coach, il dit également qu'il va, de manière globale, disons, reverser son salaire et les émoluments dus au rang de président au développement du football amateur. Ça vous interpelle? Oui, madame. Je vous l'avais dit dès le départ. Je vous l'avais dit au départ qu'on a besoin de quelqu'un qui n'a pas faim à la fédération. Qu'on laisse un peu les gens qui cherchent des moyens. Quand vous voyez Eto'o le dire, c'est parce qu'il n'a pas besoin de ça. Au contraire, il vient pour travailler. Donc, cet argent, quand on comprend, il y a certains-là qui ont... Le président de la fédération, si j'ai mal suivi, où son crédit, c'est 1 million de francs, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, mais je pense avoir lu un truc comme ça, quelque part. Donc, imaginez, pendant que les footballeurs lui-même souffrent. Donc, pour dire que si Eto'o prend toutes ces choses, il dit non, qu'on mette là pour le développement du football. C'est bien, c'est un avantage. Pendant près de 10 ans, vous le savez, quand il jouait au sein de cette sélection, il n'avait jamais perçu de prime. Voilà. C'est pour vous dire que donner ses primes, il n'est pas... Bref, je ne vais pas dire ce que vous savez tous. Il n'a pas faim, comme on dit. Non, ça c'est vraiment... Voilà. Donc, je disais donc, madame, c'est très important pour notre football de savoir que celui qui vient là ne se fait pas servir, mais il vient servir le football. Et servir ces enfants qui en ont besoin. Moi, depuis que je parle, j'insiste sur le footballeur. Le footballeur camerounais est celui le plus lésé. Moi, je vous rappelle, à l'RDC où j'étais, le minimum de salaire, c'est 1 000 $. Donc 500 000. 500 000 francs CFA en RDC. Mais ici, chez nous, on a mis le footballeur professionnel à 100 000 francs. Ça veut dire que pour lui, c'est ce qui est écrit. Et puis en plus, certains présidents ne payent même pas. Et on vous rappelle, madame, que ce n'est pas comme ça que ça se passait à l'époque. À leur époque,
ils jouaient, le football n'était pas professionnel, mais il y avait des gens qui avaient 400 000 salaires de mois. C'est vrai. C'est vrai. Alors, quel football est devenu professionnel? Au contraire, vous tentez de solidifier les footballeurs, vous solidifiez tous ceux qui sont autour. Hein? Payer même, on n'arrivait pas à payer. En tout cas, on veut quelqu'un qui pense qu'il peut nous donner des cartes de crédit aux footballeurs professionnels, que dorénavant, il pas toucher à la banque. Et on pense qu'il est capable de le faire. D'accord, merci. Que quelqu'un vienne avec de nouvelles méthodes, quoi. Nouvelles méthodes, nouvelle gestion, nouvelle approche. Nouvelle approche. Et une meilleure organisation aussi du championnat de football au Cameroun. Merci, messieurs, pour vos analyses par rapport à cette candidature de Samuel Eto'o-Fils à la présidence de la Fédération camerounaise de football. On va évidemment suivre, on suit le processus électoral. On aura l'occasion de revenir pour parler de l'évolution de ces élections à la FECAFOOT. Pour la dernière minute qui nous reste, on va s'intéresser donc à la visite la semaine dernière du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, ici au Cameroun. Il était là, il s'est rendu au stade d'Olembe ainsi qu'au centre technique de la Fédération camerounaise de football à Ouza. On fait le point dans ce reportage de Mireille Sepsi. Le patron de la Confédération africaine de football est venu lui-même mener sa propre enquête sur le niveau d'avancement des travaux du complexe sportif d'Olembe, censé abriter le match d'ouverture et la finale de la CAN Total Énergie 2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022. Une visite qui intervient dans un contexte marqué par une montée d'incertitude quant au respect du délai de livraison de ce chantier. Guidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouele Kombi et les responsables des structures en charge des travaux, le patron du football africain a été baladé dans les principales sections de cette infrastructure, des gradins au studio TV en passant par la pelouse et les vestiaires. Satisfaction de Patrice Motsepe, c'est le bilan que brossent les responsables du football camerounais. Tout au long de son parcours, il n'a cessé de dire « wonderful », fantastique. Il n'a cessé de s'exclamer et d'acclamer la beauté, la magnificence d'Olembe. La première personnalité en charge du football continental africain n'a pas tari d'éloges au regard de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Contrairement à ce qui pourrait apparaître comme une fiction. Olembe est une réalité. Olembe n'est pas une affabulation sur les réseaux sociaux. Olembe n'est pas une virtualité. Olembe, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est concret. C'est une dynamique en marche. C'est la dynamique de la finition et de la finalisation d'une belle œuvre voulue par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le complexe sportif d'Olembe reste en pole position dans l'agenda de la CAF, indique le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pour Narcisse Mouele Kombi, l'évidence s'impose aux grandes dames des mauvaises langues qui prédisaient déjà un non-classement de cette infrastructure lors de la prochaine CAN. Il est tout à fait paradoxal et pour le moins curieux que une frange de l'opposition camerounaise, qu'on ne pourrait pas dire autre qu'anti-patriote, et disons les choses telles qu'elles sont, malveillantes, soit la première à dénigrer des infrastructures dans lesquelles le gouvernement camerounais a investi autant de moyens, de ressources financières, humaines, logistiques. Pas pour seulement la jeunesse camerounaise, mais la jeunesse africaine, et même pour la fierté de l'Afrique tout entière. Au terme de cette visite, le président de la Confédération africaine de football se sera donc fait sa propre opinion sur le niveau des travaux et son avis pèsera forcément sur le sort qui sera réservé au stade d'Olembe par rapport à la prochaine CAN. Cependant, le gouvernement camerounais fait la promesse que les travaux seront terminés au mois de novembre. Pourtant, de nombreux observateurs restent toujours sceptiques quant à la capacité du Cameroun à respecter ce délai compte tenu des dernières péripéties autour des travaux. We should all be proud as Cameroonians for this world-class facility. We should all be proud as Africans that Cameroon can, in partnership with our minister, our government, CAF, which is represented by mon frère Varon and mon frère Seydou, who's the president of
football in Cameroon, that come January, when the AFCON tournament is taking place here, and the rest of Africa will be here with us in Cameroon, and the rest of the world will be with us here in Cameroon. And we are confident that together, CAF, our government, our minister, president, prime minister, football, represented by my friend Seydou, and African football, we will host an event that will make us proud. And the quality of football that will be displayed here will show that we can produce players in Africa that can win the highest awards competitions in Africa, but also that can win the World Cup, because that's part of our ambition. Cameroon has the quality, and there are other African countries, and we support them. I see the AFCON as part of that process. It is special in its own right, but it's also part of this process for the rest of the world to respect Cameroonian football and African football. Le patron. Voilà pour le point, c'est cette visite de Patrice Motsepe il y a quelques jours à Yaoundé, ici même au Cameroun, Timothée Makongo. On sait qu'avant l'arrivée du président de la CAF, on va aborder la question à la fois sur le plan administratif et sportif. Une audience, par exemple, notamment avec le chef de l'État camerounais, était annoncée, mais au finish, ça n'a pas été le cas. On a vu le président de la CAF être plutôt reçu par le Premier ministre du Cameroun. C'est quand même une nouvelle fois, c'est pas la première fois que le président de la CAF arrive. On parle d'une audience avec le chef de l'État, à la fin, c'est pas ça. Comment est-ce que vous interprétez un peu cette situation? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que par rapport à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, il a dit tout à l'heure qu'on devait être fier d'être Camerounais, d'être africain, et que la qualité de ces infrastructures permet au Cameroun déjà de préparer... Ça, c'est le plan sportif. On va y revenir. On parle d'abord de... Sur le plan politique, un peu politique, là, j'ai dit, je pense pour ma part que le président de la CAF a fait une erreur, soit ses services protocolaires ont fait une petite erreur, parce que quand il est venu au Cameroun pour la première fois, il est directement allé rendre visite, au sultan, au sultan, qui peut être considéré comme le chef d'une région, chef de village d'une région, bien que l'appellation sultan soit un peu une appellation qui a un certain côté un peu lourd. Mais je pense qu'il y a eu une erreur protocolaire, parce qu'en réalité, chaque État a sa souveraineté, sa réalité, et chaque organisation mondiale politiquement connue doit respecter un certain nombre de réalités quand on arrive dans un pays. Quand on arrive dans un pays, on ne va pas d'abord rendre visite à un chef de village. Il aurait pu aller rendre visite soit au ministre des Sports, ou bien soit au Premier ministre camerounais, soit demander une audience à l'avance au président de la République, parce qu'il entre au Cameroun pour le président, en tant que président de la CAF. Et le président de la CAF, c'est un peu comme une personnalité qui représente un peu une nation, un peu comme un chef d'État. Donc, entrer dans une nation sans voir les instances dirigeantes de la nation, aller d'abord voir un chef de village, j'ai dit, c'est une erreur protocolaire. Maintenant, il ne peut pas revenir en annonçant, lui, qui va être reçu par le président de la République, alors que dans le protocole d'État, tel que les procédures sont, c'est le Cameroun qui doit annoncer qu'il va recevoir le président de la Fédération africaine de football. Mais c'est lui qui fait une lettre pour annoncer qu'il va être reçu par le chef de l'État. Et heureusement que pour nous, le chef de l'État, dans sa subtilité, a plutôt dévié la chose vers le Premier ministre. Ce qui devrait, en réalité même, et je pense qu'il faut que... il y a quelque chose que Rim disait tout à l'heure avant. C'était une autre erreur. Rim disait tout à l'heure avant qu'il ne sait pas bien... Il a oublié sa notoriété d'homme d'affaires, et qui maintenant n'est plus comme l'homme d'affaires milliardaire qui doit maintenant il devient un personnage politique qui doit respecter les exigences de la politique, les exigences protocolaires. Parce que quand vous regardez bien ce monsieur-là, il a un peu un côté désinvolte, un côté libre.
Hein? Mais en politique, on n'est plus tout à fait libre. Il y a les obligations protocolaires qu'il faut absolument respecter. Et il a fait, donc il y a une évaluation, et je pense que son équipe n'a pas été assez regardante, ou alors il n'a pas obéi à son équipe, n'a pas suivi son équipe, hein, pour lui dire, attention, vous ne pouvez pas entrer dans un pays sans d'abord aller voir l'instance dirigeante de ce pays, ou bien le représentant de l'instance de ce pays. Et il est entré comme ça, comme s'il était dans une réalité, comme s'il était un personnage, n'importe comment, qui pouvait décider de faire ce qu'il veut à l'intérieur du Cameroun. Donc, pour moi, ça a été une erreur. Hein, ça reste une erreur absolument sur le plan protocolaire. Et je pense que pour les bons observateurs devraient comprendre la réaction du chef de l'État. Et ce n'est même pas une réaction, c'est juste une correction à un petit frère pour lui dire, bon, écoute, va apprendre, mais commence par mon Premier ministre. Hein? Mais je pense que c'est votre analyse. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Rim et Georges, c'est la même analyse que vous faites par rapport à cette visite du président de la CAF? Visite des infrastructures ou bien celle qu'il était censé faire, rendre au président de la République? C'est ce qu'il avait annoncé. Bon, écoutez. En lieu du président, c'est le Premier ministre qu'il a finalement reçu. J'avoue quand même que j'ai été très surpris du changement d'agenda du président Motsepe, notamment pour ce qui était de la visite du moins de l'audience que le chef de l'État était censé lui accorder, parce que c'est lui-même, Motsepe, qui l'annonce au ministre de l'Éducation physique et sportive. Et je ne pense pas qu'il ait pris sur lui le risque de le dire s'il n'y avait pas les assurances, les garanties de ce qu'il serait reçu par le président de la République. On sait généralement que au niveau, lorsqu'il s'agit de rencontrer le président de la République, protocolairement, c'est le cabinet civil de la présidente de la République qui s'occupe de ce genre d'audience. Donc s'il a pris sur lui de l'annoncer au ministère de l'éducation physique et sportive, c'est que certainement il aurait eu des garanties de la part du cabinet civil de ce qu'il serait reçu en audience par le président de la République. Alors que cela ne se soit plus fait et que ce soit plutôt du côté de la primature qu'on l'ait orienté, et ça laisse quand même songeur, ça amène à se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors c'est pour ça que ça nous rappelle un tout petit peu la première visite déjà avortée, et les raisons qui ont été, du moins les supputations sont allées bon train pour justifier cela. Peut-être qu'on n'aurait pas apprécié du côté des Toudi qu'il soit d'abord allé à Fumban, alors qu'il était question qu'il rencontre prioritairement, bien en premier, dans l'ordre protocolaire, le chef de l'État. C'était perçu comme un affront du côté des Toudi. Du moins, c'est ce qui a été débattu dans les médias. Aucune information officielle n'a flirté à propos de la première visite avortée, tout comme ça a été le cas pour la seconde. Mais on peut penser que le fait de s'être également précipité à dévoyer son programme en terre camerounaise, notamment l'audience que devrait lui accorder le chef de l'État, n'a pas été apprécié à sa juste valeur, dans sa juste mesure. Et du coup, on s'est rappelé la première bourde du côté de Fumban pour décider donc finalement de ne plus le recevoir à Itoudi, mais plutôt à l'immeuble Étoile. Alors, et sur le plan sportif, quand même, on reste avec vous toujours, Georges. Il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Donc, il a visité le stade d'Olembe, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Et puis, il était aussi au centre technique de la FECAFOOT à Oudia. C'est important quand on sait que récemment... Après tout ce qui a été dit autour du match Cameroun-Malawi, la CAF qui a estimé qu'elle avait reçu les informations tronquées par rapport à ce stade, c'est important quand même qu'il descende sur le terrain et se fasse sa propre idée sur l'état d'avancement des travaux. Très important, parce que surtout le site d'Olembe, qui, comme vous le savez, est au cœur de l'organisation de cette compétition, parce que, outre les matchs... les deux autres matchs de poule qui se tiendront là, il y a quand même que la cérémonie d'ouverture et
La finale devrait se jouer sur ce stade, donc il était important pour lui de venir tâter du doigt la réalité de la chose. Après que son secrétaire général ait dit que c'est sur la base d'informations tronquées que le match contre le Malawi a pu se jouer de ce côté-là. Donc il fallait venir s'assurer par lui-même de ce que, entre ce que son secrétaire a dit et ce que le gouvernement de la République, à travers le président du COCAN, avance, et se faire une idée de là où se situait la vérité. Ouais. Mais maintenant, on peut s'imaginer de quel côté se situe la vérité après avoir entendu le ministre nous dire en quels termes le président de la Confédération africaine de football s'exclamait au sujet du stade Olembe. Wonderful, marvelous, etc. C'est avec son propre discours d'ailleurs. Effectivement. Donc il était important, je le disais, qu'il vienne et s'imprègne de la réalité des choses en promettant revenir en novembre et espérer que tout soit fini. Mais maintenant, on est au moins renseigné sur une chose, c'est que ce n'est pas encore fini. La pelouse est certes terminée, mais il y a d'autres détails qu'il faut très rapidement mettre au point pour que d'ici novembre... Le prochain match de Lyon, c'est à Japoma. Pardon? Le prochain match de Lyon, c'est pour oui, c'est à Japoma. Bon, voilà. Le match contre le Malawi, c'était un match test. C'était un match test et qu'est-ce qu'on voulait tester? Je le dis toujours. Peut-être la pelouse. La pelouse a répondu... du moins, a répondu présent, pour éviter que je le dise ainsi. Maintenant, les autres détails qui ne sont pas encore prêts, il faudrait tout faire pour que d'ici novembre, quand il reviendra, que ce soit prêt et qu'on intègre de manière définitive le site d'Olembe parmi les sites devront abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce que ce sera le cas pour vous, coach Benjamin Mongol, novembre? C'est une date qui vous semble possible cette fois? C'est possible, ça dépend de l'état d'avancement des travaux. Parce que je ne peux pas maîtriser, je ne suis pas technicien, en fait, dans ce domaine-là. Donc, ce sont les techniciens qui sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais je dis, ça dépend donc de l'état d'avancement des travaux. Mais seulement, ce que je voudrais dire, c'est que il faut qu'à un moment, que ces gens de la CAF essaient un peu de nous lâcher, avec cette histoire de... À l'heure actuelle, au Cameroun, nous pouvons être fiers. Nous avons les meilleurs stades. Les meilleurs, voilà. Donc, tout le temps revenir là, le Cameroun stade, à un moment, ça devient fatigant. La deuxième des choses que je voudrais revenir là-dessus, c'est, vous savez que la communication, c'est la deuxième force mondiale. Donc, pour dire qu'au niveau de la communication, il faudrait qu'on essaie aussi de voir comment on communique dans les réseaux sociaux pour dénigrer ce que nous faisons chez nous. C'est pas à nous que ça fait du bien. Le ministre parlait d'antipatriotes. Voilà, donc ça ne nous fait pas du bien. Au contraire, ça nous ramène en arrière. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir ces joyaux. Parce qu'il faut le dire, je pense que l'État ne fait pas toujours ce qui est mauvais. Là, ce qu'ils ont fait, c'est bien. Et nous sommes fiers de ces différents stades qui sont là. Et la troisième, je voudrais tout simplement vous demander, que je voudrais dire à partir de vos médias, vraiment que le ministre de l'Éducation physique et sportive nous libère les stades, qui nous laisse regarder les matchs. Parce que tout dernièrement, nous avons vu le Cameroun aller jouer en Côte d'Ivoire. Les stades étaient pleins. Le Cameroun souffre, les équipes souffrent, ils n'ont pas de moyens. Et on arrive au stade, on ne peut pas entrer. Et avant, même au niveau de la communication, on ne dit pas avant que ces matchs vont se jouer à guichet fermé. On laisse les gens voyager, bafoussant partout pour venir regarder ce match où Racine est monté. Mais tout le monde est dehors. Donc, qu'on essaye de voir cette situation. Le football nous manque et les équipes ne peuvent pas venir jouer chez nous. On n'est pas capable d'aller regarder. Et on va sur les autres jouer les mêmes compétitions. Mais
Nous sommes dans les mêmes conditions, mais seulement, eux, les stades sont pleins. Mais chez nous, il faut qu'on joue à guichet fermé. Vraiment, ça, c'est un coup de gueule que je lance à l'endroit de notre ministère. C'est vrai que nous vivons avec cette maladie. On ne va plus vivre sans elle. On prend les mesures barrières et tout, mais sauf qu'il faut qu'on aille au stade. Oui. Pour terminer, oui, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est vrai, c'est que le coach est en train de dire. Mais en réalité, nous sommes obligés de rester dans une réalité de prudence. Parce qu'on ne sait jamais, tant qu'on ne nous a pas signé le truc pour nous dire que les choses dont nous avons déjà, comment ils appellent ça, c'est une maladie du monde. Le document là pour nous donner le pass et pour que nous puissions organiser les choses. Nous sommes obligés de rester prudents. Mais les pays sont souverains pour dire s'ils peuvent encaisser 50% des personnes. Mais c'est pour que aucun pays au dernier moment, comme le font souvent les Arabes, ne décide que nous ne vient plus parce que tout le monde sera au stade au Cameroun. Mais ça, c'est autre chose. Mais je voulais aussi dire par rapport au stade de Lembe. Ce que les gens ont l'air d'oublier. J'étais content quand le président de la CAF disait que nous devions être fiers, à partir de ces infrastructures, nous devions être fiers d'être Camerounais, fiers d'être Africains. Et à partir de ces infrastructures, le Cameroun peut maintenant commencer à penser à la Coupe du Monde, même un jour que tous les pays africains puissent participer de manière efficace à la Coupe du Monde. Le stade de Lembe est prêt pour ce qui concerne le football. C'est-à-dire que la radio, c'est le complexe qui n'est pas prêt. Ce complexe, c'est pour ça que au niveau du comité olympique, on a refusé le Cameroun parce que l'environnement olympique n'est pas prêt. Mais pour ce qui concerne le football, l'environnement est tout à fait prêt pour le football. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion, on dit que l'Olympe n'est pas prêt. L'Olympe est un complexe qui est absolument grandiose, et qui est un complexe olympique en réalité. Mais pour ce qui concerne le football, l'environnement est tout à fait prêt. Le stade, c'est pour jouer. C'est pour jouer. En fait, donc il faut absolument apporter cette précision parce que au niveau de la communication, tout est prêt. Au niveau de l'audiovisuel, tout est prêt. Au niveau des vestiaires, tout est prêt. Au niveau des salles de conférence, tout est prêt en réalité. Au niveau des essais, tout est prêt. Pour le football. Pour le football, tout est prêt. Non, je ne suis pas d'accord. Pour le football. Si le président de la CAF dit revenir en novembre et espérer que le stade est prêt, il ne parle pas du complexe, il parle bien du stade. Donc le stade n'est pas prêt. N'est pas encore prêt. En tout cas, j'avais dit que les informations sont erronées parce que moi, le stade, on l'a bien compris. Ce que j'ai vu, on l'a bien compris. Non, vous n'avez vu que la pelouse. Non, j'ai vu le gazon au Lembe. Je suis allé au Lembe, j'ai vu le gazon, j'ai vu les Mais c'est de la pelouse dont je parle. Le gazon, c'est la pelouse. Non, enfin, oui, la pelouse, oui. Donc, la pelouse est prête, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que la pelouse pour faire un stade de football. Je parle des vestiaires, frérot. Les vestiaires sont prêts. Au niveau de la communication, grand frère, tout est prêt. Grand frère, c'est le français qu'on a entendu. Oui. Il revient en novembre et espère que d'ici là, tout sera terminé. Non, il n'a pas dit qu'il espère. C'est pas terminé, grand frère. Il a dit qu'il revient en novembre pour les différents accords à signer. Olembe ne fait pas encore partie. L'accord cadre n'est pas encore signé. C'est pas seulement pour parce qu'on attend Olembe. Non, pas pour tout. Il n'y a que Olembe qui fait problème pour le moment, grand frère. Alors, merci Timothée Makongo, coach Benjamin Mongol et Georges Rim d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à Eric Ngando qui a assuré la réalisation. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci, Ngando.